Ok. Là, pour la coupe, on est pas trop mal. Donnez-moi le filage. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Je disais faire un ce qui dit. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des bons et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Il y a Camille et Hichem qui me font des petits signes, ça me perturbe beaucoup. On te dit Arrêtez bonjour. tout. Du coup, aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. Pas forcément finaude non plus. En direct de l'Octobre. C'est l'hiver. À commencer et pour finir par Juan. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Juan. On va faire uniquement avec Juan et notre invité Aurélia. Bonsoir. Ça va? Bon. Super. On va prendre l'apéro, Camille. Est-ce que tu es contente que Hicham et Camille ne soient pas là aujourd'hui? Non, je suis très triste. Moi, je suis venue Ah. uniquement pour Camille que j'aime d'un amour véritable. Voilà. Et bim. Ah, alors, entre Aurélia qui chuchote et toi qui gueule. Est-ce que vous êtes Michel Saturation? Pardon. Et nous avons aussi Ichouchou. Voilà, Bonjour, parmi notre bonjour, chroniqueur bonjour. animalier. Bah écoute, j'espère que vous allez tous bien. Oui. Ah bah on est en forme. Ouais. Et toi donc- Et toi, donc- comment tu vas? Bah écoute, ça va. La ça forme va, bah, Très ça va bien. plutôt bien, la baisse. Ah bah cool. Alhamdoulilah. Voilà. Et donc, comme nous l'avons déjà dit, nous avons une invitée qui s'appelle Aurélia. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir, Nous sommes Aurélia. très content de te recevoir parce que tu vas nous faire un sujet bien cool. On a hâte, parce qu'apparemment tu es spécialiste. Dans ton C'est ça. domaine. Oui, alors dit comme ça, c'est forcément très flippant, mais oui, ce soir, je vais vous parler de Toutankhamon à l'occasion de l'exposition qui va avoir lieu à la Grande Halle de la Villette en mars. Et je me disais que ce serait bien de redonner un petit peu quelques clés et de recontextualiser un peu sur qui était ce pharaon. Cool, l'expo a l'air super classe. L'expo Hâte. est très très chouette. C'est la deuxième fois en 100 ans qu'elle fait le tour du monde. C'est Ah oui, c'est les objets une partie des objets qui ont été découverts justement à la découverte l'ouverture du tombeau. à l'ouverture du tombeau de Toutankhamon en 1922, et c'est la dernière fois que ces objets vont quitter l'Égypte. Mhm. Et donc il faut aller les voir parce que c'est absolument splendide, magnifique, et on n'a rien d'autre qui existe, qui ressemble à ça dans toutes les collections. C'est la toute Archéologique dernière du monde. fois alors. Toute Trop dernière. classe. The Last. Bon, du coup, désolé pour ceux qui nous disent qu'on parle principalement des événements parisiens, mais il y a un truc un peu spécial, donc on Oui. était obligé. Oui, tout à fait. Mais Bien. du coup, alors de quoi on va parler aujourd'hui? De plein de choses. Voilà, il me semble qu'on va commencer par Camille. Oui, tout à fait. Voilà, un petit sujet de quoi, 40-45 minutes. Tout à fait. Un truc léger. Voilà, exactement. Bah peut-être que même si je suis à l'aise, je pousserai les 50. Ça ira. Juan ne rigole pas du tout. Regarde-moi, je suis impassible. Je suis une statue de l'île de Pâques. Nous sommes emplis de sommes, Camille, tu vois. Je vois ça. Eh bien non, auditeur, auditrice, toi qui es heureux de m'écouter, eh bien je vais vous parler des apparitions de Lourdes. Voilà. Très bien. Tellement de blagues. Très bien. Continuons. Ça va Non être- mais c'est pas une blague, c'est un vrai sujet. Oui, non, mais Voilà. nous sommes très heureux. Ah, mais Après, ça formidable. sera effectivement le sujet d'Aurélia. Donc c'est surtout tout La, simplement, c'est ça. la Toutankhamon. Exactement. Donc Très la découverte de la tombe et la recontextualisation de qui était Toutankhamon. Cool. Et ben, je pense que t'as à peu près tout à nous apprendre. Oui. Oui, Parce tout que à fait. à part un nom compliqué à écrire, moi j'ai pas trop d'infos. Bon, voilà. Après, ça sera notre cher Ichouchou Oui. qui dans sa période de pause a quand même décidé Exact. de nous faire une petite surprise. Ouais, je me suis dit, au lieu de faire comme Juan et d'être un flemmard, Yes. je vais lancer un petit mouvement qui s'appelle le pourquoi. Pourquoi? C'est super dangereux ce que tu dis parce que lancer un mouvement, si les auditeurs, Bah, il y auditrices- a déjà Camille qui le fera, donc Ok. ça va. Pourquoi? Vous allez être Exactement, parce que ça sera les pourquoi, où je vais expliquer des pourquoi. Pourquoi Pourquoi? Parce, Quoi parce que. Eh ben, ça va Et être... du coup, mon pourquoi, Ouais. je le dis maintenant ou je laisse le suspense? Bah, c'est ton sujet en fait. Donc, Fais comme tu veux. Suspense. Ok. Ah. Pourquoi allez. le suspense? Pourquoi Suspense. Et après, ce sera Juan. Après, c'est moi. Je vais vous parler du greenwashing. Ah. Cette Ah. pratique commerciale qui permet de nous vendre la nature là où elle n'est pas, finalement. Ah, formidable. Très bien. Là, pour le coup, j'aurais plus d'infos. Et puis, du coup, je vais finir avec un sujet qui est pas très loin. Ça parle un peu de pollution, etc. Mais une pollution dont on parle pas souvent, c'est la pollution dans l'espace.
les déchets qu'il y a dans l'espace. Mais oui, parce qu'on ne la Mais voit oui. pas, donc Mais non. c'est pas Et vraiment Mais de oui. la Et pollution. pourtant, elle tourne autour de nous. Non, mais, de non, mais pollution. vous verrez, il y a des trucs de ouf qui sont genre mais méga dangereux. Mais voilà. Cool. Mais oui, Jamy. Enfin, cool. Je vous en Les dirai. trous noirs et les requins. Ah bah les requins dans les trous noirs, c'est les pires. Ok, donc vous êtes déjà parti en mode roue libre. Alors, fais la maline. Mais vas-y, fais déjà un sujet de moins de 30 minutes pour Quand commencer. je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Bernadette, mon Dieu! Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue complètement folle, ma petite fille! T'as perdu le sens commun! Oh, happy day! Oh, happy day. Ben non, bah en fait, un jour, il y a une fille, elle a vu la Vierge. Fin du sujet. Ça va, c'est assez court pour toi? C'était concis. C'était intéressant. Vas-y, après toi. Mais donc non. Alors, les apparitions de Lourdes, vous avez une idée de quand ça s'est produit, les apparitions de Lourdes? Pas du La première, c'est cette Début petite du XXe Bernadette, siècle. où il y en avait avant. Ah bah Bernadette. non, il y en a eu qu'une et c'est Bernadette. Enfin, il y en a eu 18, mais à la même personne. Ah, oh putain, la vache. Ouais. oui. Non, mais attends, il y a eu d'autres apparitions, mais on parle juste de l'apparition de Lourdes. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, vous avez une idée de quand se sont produites D'accord. les apparitions de Lourdes. Exactement. Oh putain, mais Alors, bah, attends, faut que je honnêtement, retrouve l'octave. Pas du tout, jamais. Aurélie, Moi, t'as j'aurais une idée? dit. Moyen-Âge. Non, moi, j'aurais dit début du XXe siècle. 17ème. Non, bah non, 19e. Oh, bah, Mais vous donc êtes- c'est pas très vieux, vous hein, avez les tous apparitions de Lourdes. Voilà. C'est pas très vieux. Alors, nous sommes le jeudi 11 février. Je vais pas vous la faire avec l'accent du tout, ça va être À très long. côté de Toulouse. Voilà. Donc non, c'est le jeudi 11 février 1858, dans la petite commune de Lourdes. Donc Lourdes, c'est vraiment une petite ville de 4000 âmes qui est située au fin fond des Pyrénées. Enfin, au fin fond, non, mais dans les Pyrénées, où on pratique essentiellement de l'élevage de porcs. Voilà. C'est bien que t'aies poussé les Ah bah informations jusque-là. j'ai mené une enquête. Et donc voilà, on est dans cette commune, donc en février, plein hiver. Et ce matin-là, on a la petite Bernadette Soubirous, qui est âgée de 14 ans à l'époque, qui est une jeune fille qui est issue d'une famille super pauvre. Elle est pas sotte, mais elle a aucune éducation. Ça arrive, Donc elle mais sait c'est pas pas de sa lire, faute. elle sait pas écrire, enfin voilà. Et donc elle se rend dans les abords de la ville de Lourdes pour aller chercher du bois sec avec une copine et sa petite sœur. Et donc elles vont le long d'une rivière qui longe la ville de Lourdes, qui s'appelle le Gave, et elles arrivent au lieu-dit de la grotte de Massabielle, donc c'est une petite grotte. Oui, jusque-là, ça. Voilà. Vous voyez Quand pas les tout jets- à coup, Quand soudain et donc elles arrivent au niveau de cette petite grotte et elles voient au loin qu'il y a du bois mort, mais donc du coup de l'autre côté du Gave, au niveau de la grotte. Mhm. Alors elles se disent, bah, on va aller chercher du bois mort. Ouais, jusque-là, ouais. Donc la petite sœur, tac, elle lève ses jupons, elle traverse le traverse le Gave, exactement. évidemment. La copine, elle fait pareil, tac, elle lève les jupons, Elle traverse le elle Gave. traverse le Gave. Elle aussi. Et Bernadette, elle a la santé fragile. Oh, peu Non, cher. ouais. on va arrêter avec l'accent du sud. Pardon. Elle a de l'asthme. Ok. Voilà, depuis un petit moment. Et donc elle a la santé fragile, donc elle se dit, bah non, j'ai pas trop envie de traverser la rivière parce Ça que la je vous gave. Excellence. Ça- Un silence. J'approuve de ouf. Non, moi j'adore cette Le blague. silence fait du bruit. Et donc elle reste de l'autre côté. Et puis elle sent un petit coup de vent, comme ça, qui est pas, qui est bizarre parce qu'il n'y avait pas de vent. Ah, tu m'as déjà perdu. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vent et d'un seul coup, pouf, il y a un gros coup de vent. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, elle se dit, tiens, c'est étonnant ce vent. Voilà. Alors elle tourne un petit peu la tête pour essayer de savoir d'où vient ce vent. Enfin, je sais pas. En tout cas, elle tourne la tête. Tu utilises Et beaucoup là- le mot vent. Elle voit au fond de la grotte de Massabielle, donc de l'autre côté du Gave, Mhm. une lumière blanche qui l'intrigue. Bah. Elle plisse donc les yeux et elle Ah, voit. elle est toujours pas de Toulouse. Serait-ce donc le ciel Et là, étoilé Big des- Flo et Oli arrivent. Et donc, elle constate que cette lumière blanche est en fait une jeune femme. Donc, c'est une jeune femme qui est vêtue de blanc, avec une ceinture bleue, pieds nus et une rose jaune sur chaque pied. Voilà. Oui, bah, ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, C'est des pantoufles. c'est le texte. C'était elle, pardon. Voilà. Désolé. Alors, donc, du coup, la dame, elle regarde Bernadette, elle lui fait un grand sourire et elle fait son signe de croix. Alors, Bernadette, bah, Ce signe, quoi. fait son signe de croix, du coup. Et la dame disparaît. Pouf. Alors Bernadette, un petit peu intriguée, forcément, elle en parle à sa sœur et à sa copine en disant, vous avez vu vous aussi la dame dans le trou là-bas dans la grotte?
Et là, ils ont écrasé leur pétard avec leur. Et avec non, leurs mais chaussures. ses copines lui disent mais c'est n'importe quoi, non, nous, on n'a rien vu. Et donc elle leur explique ce qu'elle a vu, elle leur fait promettre de garder le secret, et elles rentrent chacune à la maison avec leur bois sec. Alors forcément, la petite sœur, c'est une poucave, elle va tout balancer à Madame Soubirou, et Madame Soubirou, elle va battre ses filles en disant mais c'est quoi de ces vieux racontards, etc. Elle leur donne des coups de bâton le soir. Pourquoi tout Ça me paraît expéditif. Mais attends, mais du coup, c'est sa copine Bonjour, et la maman. petite sœur qui se sont fait taper. Non, mais même Bernadette. Oh putain, la angoisse. Mais non, mais arrêtez, vous racontez n'importe quoi, c'est des bêtises, je vous ai déjà dit, faut pas mentir, et tac, tac, tac. elles sont- L'éducation à l'époque, putain. Et Bernadette, le lendemain, ça l'intrigue, donc je sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain, en tout cas, elle retourne Prends sa ventoline sous le bras. à la grotte. Et elle va y retourner plusieurs jours d'affilée, et elle va voir à chaque fois cette dame qui va pas lui parler. Donc forcément, il va y avoir une rumeur dans le village, parce que Bernadette, elle en parle. C'est-à-dire qu'elle voit une dame à la grotte qui lui fait des sourires, donc elle en parle autour d'elle, elle va en parler au couvent où elle va pour avoir un minimum d'éducation, et donc la rumeur va se répandre un petit peu partout dans le village, et on a des curieux qui vont commencer à aller à la grotte et qui ne voient rien, mais Bernadette, elle voit quelque chose. C'est que Bernadette qui voit cette dame habillée en blanc. Et très rapidement, au bout de même pas une semaine, la rumeur qui circule dans l'ourde, c'est que Bernadette Soubirou, sa petite Soubirou, elle voit la Vierge. Ok. Et elle dit, moi je vous ai jamais dit que j'avais vu la Vierge, moi je vous ai dit que j'ai vu une dame en blanc. Est-ce que l'expression elle a vu la Vierge, ça existait déjà à l'époque ou c'était vraiment Je sais littéralement elle a vu la Vierge? Non, là on pensait vraiment qu'elle voyait la Sainte C'est la Vierge. question de la foule de la poule, quoi, au final. Non, je sais pas, je demande. Non, on est vraiment convaincu qu'elle voit la Sainte Vierge, et Bernadette, à aucun moment elle ne dit ça, et elle, quand elle parle de cette vision, elle dit aux gens qu'elle a vu Akero. Donc Akero, en patois, ça veut dire une chose. Ok. Voilà. Mais elle avait une éducation religieuse. Bah oui, elle allait à l'église, elle est un peu à la catéchèse, mais voilà. Enfin, en tout cas, elle est croyante, Bernadette. Akero, Voilà. c'est pas du latin en tout cas. Non, c'est du patois. Oui. Voilà. Je dirais le nom d'un rapport. Et au bout de quelques apparitions, la dame en blanc parle. Elle parle en patois à Bernadette, et elle la vouvoie. Et Bernadette, qui est vraiment une jeune fille extrêmement pauvre, jamais personne dans sa vie la vouvoyait. Donc elle, c'est quelque chose qui va énormément la choquer. Et en fait, la dame en blanc va lui dire auriez-vous la grâce de venir ici pendant 15 jours? Eh ben, écoute, j'ai pas que ça à foutre. Et non, Bernadette va lui dire oui, ne sachant toujours pas qui est cette personne. Mais elle va finir par lui dire oui. Donc, la rumeur continue à gonfler dans l'ourde, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Bernadette va à la grotte, maintenant, c'est des centaines de personnes qui l'accompagnent. Ah ouais? Oui, bah, ça attire les curieux, forcément. Et donc, ça commence à faire rumeur. On a les journaux locaux qui commencent à titrer à Lourdes, une jeune femme a vu la Vierge. Donc, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et puis, la rumeur vient jusqu'à Paris. Ça fait en quelque sorte un désordre. Et l'Église catholique, elle commence à être très gênée. Oui, très gênée. Dis donc, Jeanne d'Arc. Exactement, par cette jeune femme qui voit la Vierge. Donc, du coup, notre petite Bernadette, elle est arrêtée par les gendarmes et elle est convoquée par le commissaire Jacomet. C'est horrible. Donc, elle est convoquée et le commissaire va lui dire donc tu as vu la Vierge, et elle va lui dire bah non, calmez-vous, en fait j'ai jamais dit que Une meuf en blanc avec une ceinture bleue. j'ai jamais dit que j'ai vu la Vierge. Et le commissaire va commencer à lui expliquer mais qu'il faut qu'elle arrête de dire n'importe quoi, il va la traiter de pute. Enfin, c'est voilà. Et il va lui dire bah écoute, voilà, soit tu dis que t'as rien vu, soit moi je te dresse un procès verbal. Je fais un rapport. Mais un rapport sur quoi? Et ben non, mais pour trouble à l'ordre public. Ah ouais, ok. En fait, voilà, comme ça crée vraiment des débats. Et donc elle dit bah non, mais faites ce que vous avez à faire, je vais pas dire que j'ai rien vu alors que j'ai vu quelque chose. Donc elle se démonte pas. Droite dans ses bottes. Voilà. Et donc lui, il va finir par faire un rapport où il lui dit donc en fait, le 11 février à la grotte de Massabielle, t'as vu la Sainte Vierge. Donc elle commence à s'énerver en disant mais moi je vous ai jamais dit que c'était la Sainte Vierge. Et au final, lorsque la rumeur dans le village explose quant au fait que Bernadette, elle est toute seule avec le commissaire, les habitants du village vont chercher le père Soubirous en lui disant mais ta fille elle a 14 ans, elle est mineure, elle a pas à être interrogée sans toi en fait. Et donc on ramène le père Soubirous au commissariat et le père Soubirous en fait il va se faire totalement gronder par le commissaire qui va lui dire mais c'est n'importe quoi, enfin, ta fille il faut l'enfermer chez toi, il faut que t'arrêtes de lui faire dire n'importe quoi, il faut que tu lui interdises d'aller à la grotte parce que tu vois bien qu'elle sème
le trouble. Et donc le père Soubirous, il va dire bah oui, hein, même nous, ça nous ennuie, on passe un peu pour des fous dans le village, donc on va faire comme ça. Et au final, Bernadette, elle va être très très triste de plus avoir le droit de retourner à la grotte. Elle pleure, elle dit bah oui, mais cette dame, moi je lui ai promis que je viendrais pendant 15 jours. Elle avait le cœur sur la main. Ben oui, voilà. Et donc du coup, son père finit par lui donner l'autorisation de retourner à la grotte. Et donc elle va retourner à la grotte, elle va avoir une 6e ou une 7e apparition, je sais plus. Enfin, non, toujours est-il que lors de cette apparition, Bernadette, elle tient un cierge et il y a des médecins qui sont là. Et en fait, elle va mettre sa main sur la flamme, mais vraiment en contact direct pendant 2 minutes. Plus de 2 minutes. Ouais, et elle a rien. Ok, flippant. Et donc, il y a un médecin qui n'y croyait absolument pas, qui était à 1 mètre d'elle et qui, là, s'est mis à y croire. D'autant plus que quand l'apparition s'est terminée, il a pris la main de Bernadette, il l'a remis sur le cierge et elle a crié. Elle lui a dit mais vous êtes dingue, vous me faites mal. Fou ce médecin. Voilà. C'est des techniques particulières. Donc du coup, les avis sont très très mitigés autour de Bernadette. Il y a la moitié de la population qui va la gronder, qui va lui dire que c'est une jeune fille qui a envie de faire parler d'elle, elle va se faire gronder. Et à côté de ça, il y a une autre moitié de la population qui la voit vraiment comme une nana. Une prophétesse en fait qui a vu la Vierge et on va lui envoyer des cadeaux, des présents, de l'argent. Elle va refuser à chaque fois, elle fait tout renvoyer et elle est très très gênée par tous ces curieux et elle arrête pas de le dire, elle est fatiguée. Et quand elle dit aux gens qu'elle est fatiguée de tout ce qui se passe, les gens lui disent mais arrête de. Tu as une chance incommensurable. Mais non, mais les gens lui disent mais enfin ceux qui la croient pas lui disent bah voilà arrête de dire que t'as vu quelque chose alors. Et elle s'entête en disant mais si mais puisque j'ai vu quelque chose enfin voilà, je vais pas vous dire que j'ai rien vu, j'ai vu quelque chose. Maintenant, arrêtez-vous de me saouler avec tout ça. Donc elle a son petit caractère quand même. Donc il va y avoir une 7e apparition et apparemment lors de cette 7e apparition, on ne sait pas ce que la Vierge a dit à Bernadette, mais elle lui a parlé pendant plus d'1 heure et elle lui aurait fait des révélations incroyables qu'on ne saura jamais, étant donné que Bernadette est morte. Tu sais pas ce qu'il a fait, Jazz, quand il était ado. Il fumait des pétards derrière l'église. Ensuite arrive la 8e apparition, qui est une des apparitions les plus importantes. Alors là, ça commence à être des apparitions, il y a pas mal de monde qui viennent assister. Il y a environ 300 personnes à la 8e apparition. La 8e apparition, elle se situe environ 3 semaines après la première. Donc vous voyez, c'est dans un délai très court en fait. On dirait une série Netflix en fait. T'as vu la 8e apparition. Et c'est une apparition importante parce que la Vierge va dire à Bernadette « Ah bah creusez, creusez par ici mademoiselle ». Et donc elle va creuser. Alors les gens qui ne voient pas et qui n'entendent pas la Vierge, ils voient d'un seul coup Bernadette en train de creuser dans la boue. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait la Soubirous ?» et en fait elle creuse et il y a une source qui apparaît. Ce qui n'a rien de mystique et d'étonnant parce que... Une forêt avec une rivière à côté. Voilà, exactement. Donc ça, c'était tout à fait probable que cette source existait déjà. Oui, ça fait son petit effet. Mais c'est la source qui, à laquelle les pèlerins et les malades aujourd'hui viennent boire à l'eau. Voilà, c'est la fameuse source qui n'existait pas en fait. Voilà, qui a été découverte entre guillemets par Bernadette. C'est pas une grotte ? Si, c'est dans une grotte, mais elle a creusé une grotte ? Non, le sol, il est un peu meuble, c'est un genre de boue. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Moi, j'y suis jamais allé. Donc moi non plus. Non, puis aujourd'hui, le sol, il est plus meuble. Hein, concrètement, ils ont tout bétonné. Hein. Ah ouais ? Bah ouais, non, ça ressemble plus du tout à ce que c'était à l'époque. C'est un commerce qu'autre chose aujourd'hui. Bah bien sûr. Et donc, elle découvre la source à la 8e apparition. Et là, ça devient grave parce que du coup, cette source, tout de suite, les gens vont se dire « Oh là là, la Vierge a indiqué un endroit avec de l'eau, donc forcément, ça doit être de l'eau avec des vertus formidables. » Et il va commencer à y avoir des gens qui directement vont avoir des enfants gravement malades et vont venir les baigner en plein février à Lourdes dans les Pyrénées. Ils vont foutre leurs gamins dans la rivière, quoi. Enfin, la bonne idée. La bonne idée, mais bon, paraît-il que ça a fonctionné. Je demande tout de même à voir. Mais il y a 7 miracles qui auraient eu lieu en 1858, juste pour l'année 1858. Pas mal. Voilà. Et Bernadette, juste après la 8e apparition, elle est convoquée par le procureur avec sa mère et elle est jetée en prison. Attends, alors qu'elle a 14 ans ? Ouais, pour trouble à l'ordre public, toujours. Putain. Ouais. Et c'est pas de sa faute s'il y a 300 personnes qui l'ont suivi. Bah ouais. Mais oui. Elle a pas non plus fait une. Et surtout, c'est ce qui est troublant quand même avec Bernadette Soubirous, c'est que ni elle ni sa famille ont poussé les gens en fait à suivre. Bernadette, elle a juste dit un jour, j'ai vu quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de Lourdes. Tout le monde a... C'est que elle a jamais voulu en faire un fromage. Elle n'était pas du tout du genre à en parler, à le crier sur les toits. Au contraire, elle voulait pas trop en parler. Mais tout de suite, ça a pris une ampleur qui a été assez dingue et qui. Mais c'est que jusqu'à la fin, elle a dit non mais moi j'ai pas dit que c'était la Vierge.
Ou, il y a un moment où, Alors non, il va y avoir un déclic quand même. Il va y avoir un déclic. Ne spoil pas, Elias. Ah, Voilà. mais je m'interroge. Donc on va avoir la 10e apparition où là on franchit la barre des 1000 personnes qui accompagnent Bernadette. Eh bien. Donc, ouais, ça devient de plus en plus gros. Bernadette, elle est convoquée par un juge, on la menace de retourner en prison si elle continue d'aller à la grotte. Donc elle, c'est une période où elle commence à aller à l'école. Tac, elle bifurque pour aller à la grotte. Elle y va un petit peu en cachette en fait. Et elle va faire la rencontre un jour de l'abbé Péramal. Donc l'abbé Péramal, c'est un prêtre qui est à Lourdes. Il ne croit pas du tout en l'histoire de Bernadette Soubirous. Lui, il fait partie des gens qui disent c'est une pauvre petite sotte qui veut se faire remarquer. Elle fait du trouble dans le village. Elle raconte n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc elle, un jour, au retour de la grotte, elle va voir l'abbé Péramal et elle lui dit bonjour, je suis Bernadette Soubirous. Alors lui, il l'accueille pas très bien. Il lui fait donc c'est toi qui racontes des conneries partout dans le village. On parle de toi dans les journaux. Elle lui dit bah oui, moi je viens vous voir parce que la dame en blanc, elle m'a demandé de faire construire une chapelle. Elle avait un peu des. Comment dire? Elle avait un permis de construire. Et donc elle fait moi je. Grosse motive quoi. Non mais elle lui fait voilà moi je fais juste ma commission. Bah, Elle passe m'a le dit message, de venir hein. vous le dire. Mais exactement. Et donc la réponse du curé est assez marrant. Il lui dit mais t'as des sous toi? Et elle lui dit non. Et lui il lui répond bah moi non plus. Ah bah, Voilà. les temps sont durs. Fin de l'histoire. Et donc il lui dit non bah écoute là ta dame en blanc tu vas lui demander son nom. Ok, bon bah elle se dit ok très bien quand j'y retourne voilà je vais aller lui. Ça, c'est lui après demander, la 9e? ou la 10e, juste 10e. après la 10e. Ok, je vais aller lui demander son nom. Et lui, au passage, il va voir la tante de Bernadette et il lui dit ouais, vous devriez avoir honte Complètement d'être une starbé, famille. votre- Il lui dit mot pour mot d'être une famille de fouilles merde. Ah oui, carrément. Comme ça. Oh, oui, lui, il lui croit pas du tout. Ambiance. Voilà. Et donc elle va retourner à la Après, grotte. je peux le comprendre aussi. Bah, Enfin, mais qui y croirait aujourd'hui? bah, juste, Ça, c'est c'était il y a exactement ça, 150 c'est ans. exactement ça. Qui y croirait aujourd'hui? Mais personne. Personne, justement. Personne. Mais Et- de là à traiter de pute et de famille. Non, lui, il a pas dit pute, lui, il a dit fouille merde. Et donc elle va retourner à la grotte, et lors de la 11e apparition, elle va demander à la dame en blanc quel est son nom. Et la dame en blanc lui formule Magdalena. Non. Et la dame en blanc lui formule une réponse que Bernadette ne comprend absolument pas. Elle parlait en TMTC. latin. Et donc non, en patois, mais elle comprenait pas le nom, ce que ça voulait dire. Enfin, tu vois, elle lui a pas dit je m'appelle Jacqueline, quoi. Elle lui a dit un autre truc. Et donc Bernadette, pour être sûre de pas oublier, dès que la dame en blanc est partie, elle répétait sur le chemin jusqu'à Étac. Elle a marché jusqu'à l'église pour aller voir le curé en répétant. Et donc la dame lui a dit que soy era Immaculata Concepción. Et donc Bernadette, que soy era Immaculata Concepción. Et elle arrive devant le curé, elle lui fait que soy era Immaculata Concepción. Et là, il lui dit, mais non, elle peut pas s'appeler comme ça, en fait. Ouais, parce que c'est Madame. déjà pris quoi. Ça a déjà Et, été breveté. Et donc, en fait, en patois, ça veut dire je suis l'Immaculée Conception. Et donc, Immaculée Conception, qui est un terme qui n'existe presque pas à l'époque. Ah, puis précision, alors pour ceux qui savent pas, parce que moi je savais pas jusqu'à il y a pas très longtemps, c'est à la frontière franco-espagnole du coup. D'où l'explication de la connotation espagnole. Oui, c'est un patois. Je pense pas que ce soit du basque. Non, je suis pas sûr que ce soit dans le Pays Basque, Lourdes. Je sais pas. Notre Je caution. suis pas sûr, c'est pas bien loin. Non, mais c'était dans enfin, ça devait être vers la Languedoc, du coup. Parce que c'était C'est le vers Languedoc, Tarbes. ça vient de la Languedoc. Et t'avais la Languedoc dans le nord, la Languedoc dans le sud, plus mélangé un peu avec de l'espagnol. Il doit y avoir un patois local, j'imagine. Ouais, bah oui, c'est voilà. De toute façon, lui, il parle pas le français à l'époque qu'on va parler, par exemple, à Paris. Ou enfin voilà, on a encore des patois qui sont bien divers et variés dans toutes les régions. Et d'ailleurs, pour ceux qui savaient pas, le Languedoc, la région, ça vient de la langue, en fait. Mais Et oui. la langue doc, voilà. Exactement. De sujet. Hein. Et donc le curé va lui dire mais tu sais ce que c'est l'Immaculée Conception? Puis elle lui dit bah non pas du tout. Et il lui dit alors Immaculée tu sais ce que c'est? Et ça c'est une réponse qui est marrante. Elle va lui dire bah oui je crois que C'est c'est quand c'est propre. Exactement, c'est ce qu'elle lui dit. Je crois que c'est quand c'est propre. Et Alors le mec il a fait ça bien, hein, la conception. et en fait, lui, ce prêtre-là, ça va l'intriguer parce qu'en fait, on est à un moment où on commence à se poser la question du statut d'Immaculée Conception de la Vierge, qu'on ne se posait pas encore avant. C'est-à-dire que avant le 19e siècle, la Vierge n'était pas qualifiée en tant qu'Immaculée Conception. Ok. On partait pas du principe qu'elle était restée vierge jusqu'à la fin de sa Ouais, vie. qui veut dire en gros la conception sans le péché originel, c'est ça? Oui, et en fait, si tu veux, la Vierge, elle a eu d'autres enfants après Jésus. Ok. Oui. Voilà. Sérieux? Mais la Vierge serait morte vierge. Mais l'Immaculée Conception, ça fait pas référence au fait que Marie elle-même soit née de l'Immaculée Conception, puisque sa mère, Sainte Anne, Oui.
était... Non, l'Immaculée Conception, c'est le fait que Marie est... c'est de l'hymen de Marie dont on parle. Voilà. Très bien. C'est bien de resituer les hymens, je pense. C'est directement médical. Voilà. Parce qu'il y a déjà eu des quiproquos d'hymen, et c'était chiant. Mais attends, du coup, elle a eu Jésus, elle était immaculée, enfin, elle était vierge. Ouais. Elle a eu d'autres enfants, elle était encore vierge. Voilà. C'est hallucinant. Mais voilà. Bah, ça a été C'est quand statué même au bien 19e siècle. Ah bah voilà, elle avait un hymen Sinon, bien le mec souple. a réussi à éviter l'hymen. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, il sait que, enfin, ce curé, il voit que Bernadette, elle sait pas lire, elle sait pas écrire, même pas son prénom. Elle a dû faire 2 pauvres cours de catéchèse. Il connaît son entourage, il sait que les Soubirous, c'est des gens qui vivent dans un endroit qui est tellement dégueulasse qu'on appelle ça le cachot quand même, enfin, voilà. Ouais, ils vivent à 7 ou 8 dans une pièce de 9 mètres carrés, enfin, voilà, on est concrètement dans la famille la plus pauvre de Lourdes. Le père, il a fait de la prison parce qu'il avait volé une planche abandonnée, qui appartenait au final à quelqu'un, pour faire du feu pour chauffer sa famille. Et il a fait de la prison pour ça? Oui. Oh, Et shit. Bernadette Soubirous, elle allait bouffer les résidus de cire à l'église quand elle était petite parce qu'ils avaient faim dans la famille Soubirous. Par contre, c'est pas comestible. Bah, faut croire que si. C'est peut-être ça qui l'a intoxiqué. Mais bon. Par contre, j'ai une petite question depuis tout à l'heure. Ça se dit Soubirous ou Soubirous? Je crois que c'est Soubirous. Ok. Il me J'ai semble. un doute. Et donc, du coup, c'est pas possible que Bernadette, elle sache. Elle ait déjà entendu le terme d'Immaculée Conception, c'est impossible. Parce que les évêques ou le pape en parlent, mais les Même curés à Lourdes n'en parlent pas. Même pas par le curé qui l'a traité de fouille merde ou. Ben non, parce que c'est lui qui est choqué Ah oui, qu'elle d'accord, connaisse ce ok. terme-là. Et donc lui, à partir de ce moment-là, ce curé-là, il va y croire. Alors Ok. qu'il était, Il dit, il ne elle, croyait. c'est Mago. Mais exactement. Et il va la prendre sous sa protection. Il a dit ça direct. Non, mais il va la prendre sous sa protection. C'est-à-dire que Bernadette, elle est toujours aussi gênante pour les autorités. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, comme on n'arrive pas à s'en débarrasser, comme elle a pas peur du juge, de la police, machin et tout, on va la faire interner. En plaidant la folie. Donc, elle a été examinée par des médecins qui se sont retrouvés emmerdés parce qu'elle était pas du tout folle et qu'elle était tout à fait saine d'esprit. Mais qui avait reçu l'ordre de lui trouver une tare mentale pour la faire interner. Et donc le curé, sachant qu'elle est en train de se faire interroger par des médecins, il va intervenir, il va foutre les médecins dehors. Enfin voilà, ce curé, il va vraiment prendre la défense de Bernadette jusqu'au bout. Donc Bernadette, d'ailleurs, à chaque fois qu'elle le verra, après les apparitions à la grotte, elle lui dira d'ailleurs, elle veut toujours sa chapelle. Hein. Elle lui a toujours pas construit sa chapelle. Au fait, tu m'auras pas comme ça là. Hein. Voilà. Et donc Bernadette, c'est à partir de ce moment-là que elle commence à comprendre qu'effectivement elle a vu la Vierge. En tout cas, c'est ce prêtre-là qui arrive vraiment à la convaincre parce qu'elle s'était jamais vraiment posé la question en tout cas. Voilà. Donc Bernadette, elle est très décevante. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a quand même un énorme tourisme qui débarque à Lourdes. Donc on a des gens des villes aux alentours, Toulouse, Biarritz, qui viennent à Lourdes, qui sont très curieux, qui veulent voir la Sainte. Bernadette, on va la prendre en photo, on va vendre ses photos très très cher, on va lui envoyer des chapelets pour qu'elle les fasse bénir. Elle, ça l'a fait flipper, quoi, ça l'a fait totalement flipper, elle veut pas du tout ça. Et puis elle a 14 balais, quoi. Oui, voilà, c'est clairement pas quelque chose qu'elle veut, et en plus elle est tellement décevante. C'est-à-dire que quand on va organiser une soirée, on va faire venir Bernadette Soubirous, elle parle presque pas, elle sourit, elle a pas d'éducation. Quand on lui dit « Ah, la Vierge, elle t'a fait des révélations », elle dit « Bah, non. » C'est pas de rapporter. Bah oui, non, mais elle veut pas dire ce que la Vierge lui a dit. Et donc, elle est archi décevante. Mais je pense que le fait qu'elle soit restée aussi simple et aussi décevante, ça va renforcer encore plus Le la mystère, croyance, la croyance des gens, je pense. Et donc, en plus, elle fait pas de miracle, alors qu'on va lui demander de faire des miracles. Oui. Elle fait des miracles. Oh, mais grave. Et puis, Allez, moi. fais-nous un tour de passe-passe. Et donc les autorités sont de plus en plus embêtées parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui viennent à Lourdes, que ça devient absolument n'importe quoi et que c'est incontrôlable. Donc on va déclarer que la grotte est un établissement illégal d'un lieu de culte. Ah oui. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des barrières, des palissades en bois et on va interdire l'accès à la grotte. C'est le meilleur moyen d'empêcher des fidèles d'aller vers un lieu de culte. Voilà. Les gilets Donc jaunes du sont coup, les fidèles, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent, la police reconstruit, etc. On va jouer à ce petit jeu-là pendant plusieurs semaines. Et arrive la dernière apparition. Donc Bernadette, comme elle a pas envie d'être suivie par la populace, etc., elle va s'y rendre un petit peu déguisée. La Vierge va pas lui parler. Elle reste de l'autre côté de la rivière. Elle reste un petit peu en loin, mais elle va voir la Vierge pour la dernière fois. Et elle sait que c'est la dernière fois qu'elle la verra. Ah mais c'est super. Enfin, là, je sens une tension comme dans un film, tu sais, avec la main sur la vitre, genre. Non, en tout cas, elle le sait alors que la Vierge lui a pas parlé. Voilà.
Donc là, on arrive à l'été. Lourdes, ça devient vraiment une énorme escale. On commence à consommer l'eau. On essaye d'aller en scred à la grotte qui est toujours fermée en fait au public. On reconstruit les barricades. On veut voir la petite sainte. Bernadette, non, elle veut pas. Alors. Et Napoléon III, lui, il y croit pas du tout. Donc Napoléon III, il est empereur des Français à cette époque-là, et lui, il y croit pas du tout, il veut pas en entendre parler. Et à cette époque-là, Napoléon III, il a un fils qui est gravement malade, qui doit avoir 2 ou 3 ans. Et son épouse, Eugénie, elle est super pieuse. Et donc en scred, elle va demander à une de ses dames de compagnie d'aller faire chercher de l'eau de Lourdes. Et le fils de Napoléon aurait guéri après ça. Et donc Napoléon a donné l'autorisation de réouverture de la grotte de Massabielle. Ok. Toujours pas de construction de la chapelle. Non, toujours pas. La chapelle, elle arrive. La chapelle, elle doit arriver 10 ans plus tard, je pense. Et c'est pas une chapelle. Ils ont fait une énorme cathédrale. Oui, non, c'est énormissime. Lourdes, c'est énorme. Et donc, on va réouvrir la grotte. On décide d'y installer une statue de la Vierge dans le petit trou où la Vierge était apparue. Donc là, Bernadette, elle va faire tourner le sculpteur en bourrique. On choisit un des meilleurs sculpteurs de France. Non, était plutôt donc, comme ça. Tu vois, il va faire la statue comme ça, la plus belle, la Madonna, magnifique. Et à chaque fois qu'il montre à Bernadette, elle fait bof. Non, pas exactement ça. C'est pas ça, non. Et la dernière version, donc la version qui est aujourd'hui à la grotte de Lourdes, Bernadette aura dit c'est ça, et c'est pas ça. Putain. Et le sculpteur, il a dit vas-y, j'en peux plus, ça doit être la 10e fois que je recommence, j'en ai marre, et donc ils ont laissé ce modèle-là. Oui, puis pour gommer la sculpture, c'est pas pratique, quoi. Donc, Non, mais à chaque fois, il refaisait une statue, le mec, je crois qu'il bossait à Paris ou quoi, et à chaque fois, il se tapait le trajet en train pour venir montrer ses statues à Bernadette, et à chaque fois, il lui disait non, pas tout à fait, non. Mais à Vic, ça aurait été plus simple de faire venir Bernadette à Paris, mais. Oui, c'est le même principe que les retours clients de nos jours. C'est avec ton client directement. Et donc, on réouvre la grotte, Napoléon III, il donne l'autorisation, mais il faut quand même que l'église, elle statue sur la véracité de ces apparitions. Ben oui, on peut pas juste réouvrir un lieu parce qu'une jeune fille a dit qu'elle a vu une chose blanche dans une grotte, quoi. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc en fait, en 1862, après 4 années d'enquête, on a l'évêque de Tarbes qui va dire, après avoir interrogé Bernadette un très grand nombre de fois, donc vous imaginez qu'elle a quand même eu une adolescence de merde. Putain, oui, effectivement, oui. Concrètement. Après avoir interrogé les médecins, les premières personnes qui ont assisté aux apparitions, etc., l'évêque de Tarbes, il dit « Nous jugeons que l'Immaculée Marie est réellement apparue à Bernadette-sous-Birousse le 11 février 1858 et les jours suivants au nombre de 18 fois dans la grotte de Massabielle, près de Lourdes. » Voilà. Ça y est, donc là, elle était tranquille, lavée de tout soupçon. C'est statué. Mais Bernadette, comme je vous l'ai dit, elle est gênante. Elle en a marre d'être à Lourdes, le tourisme à Lourdes, il explose, mais très très rapidement d'une année sur l'autre. Le prix de l'immobilier. Et donc elle décide d'entrer en vie religieuse, alors qu'elle a 20 ans. Voilà. Okay. Donc elle reste quand même... déjà eu bien 5-6 ans d'enfer. Voilà. Donc elle décide d'entrer en vie religieuse, et le plus loin possible de Lourdes, de préférence. Et donc elle intègre le couvent des Sœurs de la Charité à Nevers. Lorsqu'elle arrive à Nevers, au couvent, elle fait rassembler toutes les sœurs et elle dit « Je vais vous raconter une fois ». Alors, donc vous ouvrez bien vos oreilles, parce que cette histoire, j'ai dû la raconter 825 fois. La première qui me coupe. Donc sœur Marie-Souille, là, Sœur Marie-Souille. Voilà. Oui. Tu ouvres bien grand tes oreilles, voilà. Et donc, elle n'en parle qu'une fois. Je crois qu'elle va avoir 1 ou 2 interviews d'hommes d'église ou dans sa vie. Donc au final, très peu. Elle va en parler et elle prend le nom de sœur Marie-Bernard. Et elle prononce ses vœux. Elle reste travailler à l'infirmerie du couvent toute sa vie à Nevers. Et là, on va faire un petit peu pleurer dans les chaumières. Elle meurt en 1879, à l'âge de 35 ans, d'une tuberculose osseuse et de son asthme qu'elle avait attrapé lors d'une épidémie de choléra lorsqu'elle avait 11 ans. Ça fait beaucoup. Oh la vache. On n'a pas eu la même enfance. Non, pas là. Voilà. Et donc elle meurt en 79 et elle est béatifiée en 1925 et canonisée en 1933. Putain, ça s'est fait assez rapidement. Je trouve c'est rapide. Ouais, c'est super rapide. Oui, ça s'est fait assez rapidement. Oui. Bah il y a 50 ans quand même, non? Comment ça? Ou j'ai mal compté? De 70, elle est morte en 70. En 79. Oh, le petit roqueto. 50 ans pour se faire canoniser, c'est court. C'est assez rapide. C'est d'accord. Quoi que tu me diras, non, c'est Jean-Paul II qui a été Jeanne d'Arc à la rapidement. Non, Jeanne d'Arc, ça a été vite aussi, je crois. Ah ouais? Ouais. Bah, ça dépend. Il y a des gens pour qui c'est très long et
Moi, j'ai toujours, voilà, mais la j'écoute meuf mon qui- papa s'il nous écoute, mais on a toujours une vieille tata qui est en attente de béatification. Une Ça va faire vieille 30 ans. tata. Si, elle avait des stigmates dans son couvent. La vie de Camille, genre moi j'ai une vieille tata qui est peut-être être sainte, bah voilà, j'en fais Non, pas tout un plat. béatifiée, mais ce serait déjà bien. C'est quoi la différence? Béatifiée, elle est bien heureuse. Sanctifiée, elle est sainte. C'est le. Ah bah elle est bien heureuse tata. Non, non, mais. Elle est peut-être morte mais elle est bien heureuse. Hein. Béatifiée, t'es pas un saint, t'es pas une référence que l'on peut prier, t'es pas un intercesseur en direction de Dieu. Voilà. un- Béatifié, t'es juste T'es un. un soupape. T'es un satellite. Non, t'es quelqu'un qui a été touché par la grâce. Ok. Voilà. En gros. T'es content, Et, t'as ta réponse. Et donc du coup, comme elle doit être canonisée, eh bien son corps, il va être exhumé parce que on ressort toujours les cadavres des gens qu'on. Non, Bah, c'est bien une sûr que blague. si. Donc on sort son petit corps, on ouvre le cercueil et là, pouf, qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est intacte, elle a la peau souple et tout. Bref, elle est touchée par la grâce de l'incorruptibilité des corps. Yeah, Sans botox. Voilà, mais si. C'est le pouvoir magique le plus nul. Et elle sent bon. Et c'est de là d'ailleurs que vient l'expression en odeur de sainteté, parce que c'est bien Non. connu, le cadavre des saints sente bon. Mais si, ça vient pas d'elle, hein, mais c'est pas la première sainte qu'on J'avais aucune déterre. idée Je savais de pas. l'origine de cette Voilà, expression. mais parce que les cadavres des saints sentent bon. Ah mais t'aurais dû le faire dans un pourquoi. Pourquoi dit-on en odeur de sainteté C'est que les gens ne savent pas encore ce que c'est qu'un pourquoi parce que ça n'a pas encore eu lieu. C'est vrai. Voilà. Mais Par contre, cette information, ça a été genre vérifié de quoi Qu'elle sentait bon. Ouais, qu'elle était absolument intacte. Enfin, on Bah a je des- l'ai vue. En vrai, en chair et en os au sens propre du terme, tu peux aller la voir et ouais, je te garantis qu'elle est pas mal, ouais. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux te calmer un petit Non, peu? mais c'est-à-dire que si tu googlises Bernadette Non. Soubirous morte, tu la verras. Voilà. Je ne savais pas que son corps était visible. Bah, Ah attends. mais oui, sur Pornhub, On y je l'avais vient fait. Ah non. Donc, elle est intacte, la peau souple, et elle est aujourd'hui visible dans un cercueil de verre, un petit peu comme Blanche-Neige, en fait. Hein, Oui, mais voilà. tout pareil. Dans Et la même chapelle un de petit son peu couvent comme à Toutankhamon. Nevers. Oui, c'est Un vrai. petit peu comme tout en camon. Donc, si vous passez par Nevers et que vous ne savez pas quoi faire, ça rime. Eh bien, allez voir le corps de Bernadette Soubirous. Voilà. Donc, en fait, elle a je crois que c'est sur le visage. Une balafre, elle a eu droit. Non, Et, il y a quelques années, ils lui ont mis un masque en cire parce qu'elle noircissait. Bah, ouais, ça fait quoi? Ça fait 120 ans? Voilà. 100 Ouais. 40? Mm. Non, hein. Mais voilà, elle a la peau qui s'est pas, enfin, elle a le corps qui s'est pas raidi. Elle a gardé la peau souple et entre guillemets épaisse. quoi. Ah, les standards féminins inaccessibles. Pff. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'il y a une guerre de ouf entre la ville de Lourdes et la ville de et les religieuses Ah, de parce qu'ils veulent Nevers. récupérer, Mais ouais, parce que Lourdes veut récupérer le Ils ont corps. déjà la source, ça va. Et donc il y a des procès, il y a des machins et tout. Et les petites sœurs de Nevers, encore aujourd'hui, elles lâchent pas l'affaire. Elles disent bah non, Bernadette, elle a voulu mourir à Lourdes. Et donc du coup, elle restera à Lourdes. Donc moi, je vous parlerai pas des miracles. C'était très tentant d'en parler, mais je pense qu'il faudrait faire un sujet Ah, grave. entier sur les miracles de Lourdes. Oui, non. Donc je ne vous en parlerai pas, mais je voudrais juste vous donner quelques chiffres à propos de Lourdes aujourd'hui. Mhm. Donc Lourdes aujourd'hui, c'est 14 500 habitants à l'année. C'est pas incroyable. C'est Ça a peu. bien prospéré par rapport à ce que c'était il y a 150 ans, Mhm. mais tout de même. Par contre, Lourdes, c'est la deuxième ville hôtelière en France après Paris. Putain de Dieu. Et avant Nice. Voilà, la troisième, c'est Nice. Ouais. C'est ouf. Bah, Étant donné qu'il y a 145 hôtels, je vous parle d'hôtels recensés, c'est sans compter les Airbnb, les lits des malades, les hospices, les auberges de jeunesse pour les scouts, les campings, etc. Là, je vous parle que en termes d'hôtels. Et en termes d'hôtels, je crois que c'est une capacité d'accueil du coup de 28 000 lits eh ben, voilà, pas par mal. nuit. Ouais, donc c'est pas mal. Double des T'es habitants. en train de dire que tous les gens qui sont en train d'ouvrir une chambre d'hôte n'importe où en France, en fait, faites-le à Lourdes parce que ce sera rempli. quoi. Ouais, étant donné que Lourdes en moyenne, c'est 6 millions de pèlerins par an. Et ouais, c'est 14 000 énormissime. habitants. Et donc moi je me suis dit ouais, mais par exemple par rapport à la Mecque, c'est que dalle. Ben non, la Mecque c'est 8 millions par an, donc Lourdes est pas loin derrière la Mecque. ah ouais. Ouais. Mal. La Mecque c'est 6 millions sur l'année et 2 millions pour Pendant le l'Aïd, pèlerinage. ouais. Ouais, voilà, pour le grand pèlerinage. Donc moi je ne peux que vous inviter un jour à passer à Lourdes parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quand même un endroit qui est impressionnant de par la foi des gens. Et voilà, j'espère que maintenant vous êtes contents de connaître l'histoire de la petite Bernadette. Ah bah ça c'est sûr. Bah oui. Bah ouais, elle avait l'air d'avoir une vie pas facile. Oui, d'ailleurs, la Vierge, à la deuxième apparition, lui a dit je ne vous promets pas que vous serez heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Et c'est la première phrase que la Vierge lui a dit, je crois, et elle a bien misé, la meuf. Bah alors Voilà. ouais, mais je trouve qu'elle est quand même assez courageuse après avoir entendu ça de dire non mais je vais continuer. Elle annonce que des bonnes nouvelles, ça a l'air de le faire. Oui, Donc c'est vrai. ouais, à deuxième apparition de continuer 16 fois. Et ce qui est intéressant dans Lourdes, c'est qu'il y a eu pas mal d'apparitions un peu partout dans le monde, à peu près dans les mêmes années.
Et à chaque fois, la Vierge, elle disait des trucs, mais hardcore. Elle s'adressait toujours à des enfants en disant ouais, je ne pourrai plus retenir le bras dévastateur de mon fils. Mais voilà, vraiment des. Okay. Et Lourdes, c'est le seul truc où la Vierge, elle sourit tout le temps. Elle rigole tout le temps. Donc moi, je suis presque contente que les pèlerins et les croyants se tournent vers cette apparition-là, parce que Lourdes, c'est une apparition positive. Tout ce qu'a dit la Vierge, c'est positif. C'est on s'aime. Et moi, c'est ce que j'aime à Lourdes, même si on n'y croit pas, c'est que c'est que du bonheur et de la foi. Et j'ai jamais vu de gens dans des états malheureusement aussi compliqués qu'à Lourdes, mais avoir autant la patate que Lourdes. Voilà. Okay, donc juste pour ça, faut y aller. Si vous voulez passer un bon moment. Absolument, faut aller à Lourdes et le Jurançon est très bon. Très bien. Très bien. Du coup, top. J'ai appris plein de choses. J'étais à Lourdes il y a pas très longtemps et je ne suis pas allé voir la grotte. J'ai un peu honte. Mais une autre fois. C'est peut-être la seule chose à voir à Lourdes. Voilà, j'étais à la campagne. Je profitais du. Non, c'est de magnifique par contre. Ouais, il y a des randos à faire et tout. C'est dans les Pyrénées, c'est ouf quoi. Ouais, du coup maintenant ça va être au tour de Aurélia. Allez, allons-y. Et le mec il lui dit, c'est le pharaon. Sommes-nous revenus au temps des pharaons? Tout en camon, tout en camo, tout en camon, tout en camo, tout en camon. Hicham était à fond pendant le jingle. Là on l'a perdu. Bon, ça va, Hicham, je te pardonne de ne pas avoir mis Nightwish. Écoute, il était très bien ce jingle. On partagera Nightwish. On oubliera en vrai, mais. Oui. Vas-y, après toi. Oui. Non, c'est pas ce qui a marqué au village. Ça aurait été drôle, ça te dit non, toi d'abord. Oui, donc moi je vais vous parler de Toutankhamon et c'était assez intéressant ce que tu disais tout à l'heure quand tu. Faut que quelqu'un me dise un truc gentil dans cette émission. Quand tu disais que tu ne connaissais rien à part son nom. Et en fait, c'est très vrai avec Toutankhamon, je trouve. Si je demande aux gens de me citer 5 noms en rapport avec l'égyptologie, ce qui va revenir en premier, ça va être Ramsès, Cléopâtre, Néfertiti, éventuellement Khéops avec la pyramide. Hatshepsut, c'est beaucoup plus rare quand même. Si, elle est connue de ouf, Hatshepsut. Non, elle est pas connue de ouf. Si, Hatshepsut. Non, elle est pas connue de ouf non plus. Ah bon, d'accord. Et le nom est un petit peu dur pour. Mais il est rigolo. C'est cocasse Hatshepsut. Oui. Alors, laissons-la s'exprimer. Donc alors. Et donc, forcément, Toutankhamon. Mais au final, à part son nom, et savoir que sa tombe a été découverte il y a combien de temps? En 1920, un truc comme ça, non? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je me suis un peu grillée moi-même. 1922. Ah, ok. Très exactement. La plupart des gens ne savent rien de ce pharaon. Et donc, je me suis dit, voilà, avec cette exposition qui arrive, qui va quand même rester 6 mois, j'avais envie de donner aux gens l'envie d'aller la voir parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des trésors absolument incroyables. Et c'est une histoire, une découverte qui est absolument incroyable. Et pour un pharaon qui, au final, il ne lui est pas arrivé grand-chose, il n'a pas vraiment eu beaucoup le temps de régner. Et on dit souvent que si sa tombe n'avait pas été découverte, personne ne saurait qui il est. C'est pas forcément faux, mais j'avais envie de le réhabiliter quand même un petit peu parce que il serait touché là. Je pense qu'il serait très touché. Ouais, je pense. Donc, #Team Toutankhamon. Oui, tout à fait. Donc la découverte de la tombe de Toutankhamon. Donc nous sommes en 1922. Toute la vallée des rois a été fouillée par un archéologue américain du nom de Davis. Toutes non. Génial. Magnifique. Des petites parcelles de terrain disséminées ça ou là ont résisté à l'assaut des pioches et aux coups de pinceau des équipes de l'archéologue. Et Howard Carter, égyptologue anglais, en est persuadé. La tombe de Toutankhamon l'attend là, quelque part. Pour resituer un petit peu Howard... Oui. Excuse-moi, pourquoi la tombe de Toutankhamon? Pourquoi il voulait cette tombe-là? Alors justement, je vais le dire, pour resituer un tout petit peu. Donc Howard Carter est un égyptologue qui, à l'époque, donc en 1922, était déjà reconnu dans le milieu de l'égyptologie. Il avait travaillé notamment avec Gaston Maspero, qui était à l'époque le directeur du service des antiquités égyptiennes, donc la grande référence de l'égyptologie dans le monde, et notamment au Caire. Donc Howard Carter, il rencontre, grâce à ce Gaston Maspero, un certain Lord Carnarvon en 1907. Lord Carnarvon, c'est un richissime... non, c'est un richissime britannique, comme son titre pouvait laisser comprendre. Lord Carnarvon, il n'est pas du tout égyptologue ni archéologue de formation, il est passionné, très riche, et il a un accident de voiture au début, en 1900, qui va un très très grave accident de voiture qui va créer une convalescence, lui imposer une convalescence assez longue,
pendant laquelle il va beaucoup lire et il va tomber sur les récits de Gaston Maspero. Et il va se passionner pour l'égyptologie. Et comme c'est un monsieur qui est très très riche, il se dit que ça ne tienne, je vais aller m'acheter une petite concession en Égypte et puis je vais la faire fouiller. On n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens. Sauf qu'il n'a aucune formation ni en égyptologie ni en archéologie, donc il va demander à Gaston Maspero s'il pouvait lui recommander... Tu connais pas un petit coin? Exactement, s'il pouvait lui recommander quelqu'un. Et Gaston Maspero lui dit, tiens justement, il y a cet égyptologue, donc Howard Carter, qui est assez jeune à l'époque, il est né en 74, il a un peu plus de 30 ans à ce moment-là. Il lui dit, voilà, j'ai travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui est très consciencieux. Allez-y, donc, les deux égyptologues, mais non, du coup, Howard Carter et Lord Carnarvon, voilà, les deux associés, commencent leur première fouille ensemble en 1907. Ils ont mis du temps, la vache. Ils ont mis énormément de temps, ils ont fouillé énormément d'endroits, ils sont retournés dans le delta du Nil pour revenir dans la vallée des rois en 1915, au moment où l'égyptologue Davis, dont je vous parlais tout à l'heure, abandonne sa concession en disant « La vallée des rois, on a tout découvert, il n'y a plus rien ». Alors, Davis, c'est pas n'importe qui, on lui donne quand même la découverte d'à peu près une trentaine de tombes de la vallée des rois. Putain, c'est énorme. Donc, la quasi-totalité, en fait, des tombes qui ont été découvertes, des tombes, dont notamment l'une des tombes d'Hatshepsut, la tombe de Thoutmôsis III, la tombe d'Amenhotep III, la tombe de Ramsès IV, la tombe qui, très récemment, a été attribuée à celle d'Akhenaton. Donc, mine de rien... Pas le rappeur, on est voilà. Non, pas le rappeur. Je préfère préciser. Donc, c'est un homme qui pèse. Donc, quand Davis dit « il n'y a plus rien », la plupart des égyptologues se disent « il n'y a vraiment plus rien ». Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sauf que, parmi toutes les petites caches et tombes que Davis a découvertes, il y en a une dans laquelle on a retrouvé des poteries, des restes de matériel qui ont servi à l'embaumement de Toutankhamon. Mais on n'a pas retrouvé sa tombe. Et ça met la puce à l'oreille de Howard Carter qui se dit « s'il y a le matériel d'embaumement ici, il y a le bonhomme pas loin. Il doit être pas loin. » Si ça sent le pharaon, il y a du pharaon. C'est que le pharaon, ouais. Exactement. J'étais égyptologue, j'ai fait un petit MD. Ça s'entend. L'histoire donc va bien évidemment lui donner raison, mais bien au-delà de ses espérances. Howard Carter, il s'attend à découvrir une énième tombe pillée, basique, voilà, comme la vallée des rois en a révélé de nombreuses. À ce moment-là, Toutankhamon, on le connaît déjà. On a retrouvé des vestiges qui portent son nom, on a retrouvé des statues, on a retrouvé une stèle dans le temple de Karnak. Donc, on sait le resituer. Qu'un pharaon parmi des centaines et des centaines, quoi. On connaît très peu de choses, mais par contre, on sait qu'il a vécu une époque qui est très intéressante puisqu'il succède à Akhenaton. Ouais. Mais ça, on en reparlera dans très très peu de temps. Donc, Howard Carter cherche la tombe de Toutankhamon, il ne la trouve pas, et quand il démarre son nouveau chantier en 1922, Lord Carnarvon lui dit « Ok, mais après on arrête ». Le 1er novembre 1922, Howard Carter démarre donc sa nouvelle campagne de fouilles, juste à côté de la tombe de Ramsès VI, parce qu'il voit que là, il n'y a pas de traces de fouilles modernes. Il se dit « allez, tentons, quoi ». Très très rapidement, mais le jour même, il commence avec son équipe à mettre à jour des petits cabanons qui ont servi aux ouvriers qui ont creusé la tombe de Ramsès VI. Petite découverte, pas inintéressante. Les fouilles se poursuivent. Le 4 novembre 1922, donc vraiment très très rapidement, Howard Carter se rend le matin sur le chantier des fouilles et là, pas un bruit. Les ouvriers ne travaillent pas. Il comprend qu'il se passe quelque chose. Un porteur d'eau, en voulant poser sa jarre sur le sol, a déterré ce qui ressemble à un début de marche. Oh. Les ouvriers l'attendent en se disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc Howard Carter, bien évidemment, on arrête, c'est continuer. Il dévoile toute une volée de marche, et ce qui va constituer pour lui déjà une très grande découverte, il tombe sur une porte scellée. Et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'égyptologie que l'on tombe sur la tombe, pardon, je suis désolée, d'une tombe royale qui est encore scellée. Ah, c'est la toute première fois ? C'est la toute première fois. La toute première et la seule ou... Et la seule fois. Putain, classe. Ouais, j'imagine d'où toutes les histoires de malédiction, machin, autour de... J'y reviens. Ce tombeau sera... Ce tombeau sera votre tombeau. À ce moment-là, il ne sait pas à qui appartient le tombeau, il n'y a pas le sceau du pharaon sur la porte, il comprend le caractère absolument incroyable de sa découverte, il décide de tout remblayer pour cacher la tombe aux yeux des éventuels curieux,
Il envoie un télégramme à Lord Carnarvon qui se trouve à ce moment-là au Caire en lui disant « Avons fait une découverte incroyable dans la vallée des rois, venez ». Lord Carnarvon, bien évidemment, se déplace. Ouais, tu m'étonnes. Fauteuil roulant dans le sable. Et donc, à partir du 25 novembre, les fouilles reprennent. Il met du temps à venir quand même. Mais il met du temps. Le temps que le télégramme arrive. Oui, c'est vrai. Ok. Je sais pas, moi je dis au pif. Ok, mais on recontextuelle début 20e quand même. Oui, on n'avait oui, pas très encore bien. tous les moyens. Il n'y avait pas le texto qui va bien. Le WhatsApp. Petit WhatsApp des familles. Il a snappé la tombe. Donc du coup, il arrive. Donc ils arrivent, ils continuent à déblayer. Donc ils redégagent les marches. Ils commencent à déblayer le premier couloir de la tombe. L'ouverture officielle se déroule le 29 novembre 1922. Et là, j'ai la petite citation d'Howard Carter qui décrit, puisque c'est lui qui va le premier voir ce qui se cache dans la première chambre de la tombe, et il le décrit en ces termes. « Lentement, la scène devenait plus nette, et nous parvînmes à distinguer quelques objets. Tout d'abord, juste en face de nous, nous le savions mais nous refusions d'y croire, se trouvaient 3 imposants lits funéraires, dorés, aux côtés sculptés en forme d'animaux monstrueux, dont le corps était curieusement stylisé dans un but utilitaire, mais dont les têtes faisaient preuve d'un réalisme stupéfiant. En toutes circonstances, ces figures auraient paru étranges, mais vues comme nous le vîmes, tandis que nos lampes électriques, telles les feux de la rampe, arrachaient aux ténèbres leur surface dorée, et que leurs têtes projetaient sur le mur derrière elles des ombres fantastiques, distordues, ces créatures devenaient presque terrifiantes. Puis, à droite, 2 statues attirèrent notre attention. 2 statues de rois, noires, grandeur nature, en vis-à-vis telles 2 sentinelles, pagnes et sandales d'or, armées d'une massue et d'une canne, le front orné du cobra sacré protecteur. C'est la première image qu'ils vont avoir du trésor de Toutankhamon. Ils n'ont aucune idée de ce qui se cache à l'intérieur et des merveilles qu'ils vont découvrir. Ça doit être ouf de voir ça. Absolument. Il faudra 10 ans à Howard Carter pour tout inventorier. Oh la vache. C'est énorme ce qui se trouve dans ce tombeau. Rien que la chambre funéraire, on a 4 chapelles en gigogne, toutes faites en bois noble, en cèdre, doré, incrustées de pierres d'or. À l'intérieur de la 4e chapelle gigogne, 3 sarcophages, 2 en bois recouverts d'or. Le dernier sarcophage, celui qui contient la momie, en or massif. On parle de 110 kilos d'or pur, pierres précieuses et tout ce qui va avec. Ouais. Il a peut-être pas fait des trucs de ouf, mais il avait du pognon, quoi. C'était pas du Ikea, quoi. Alors, vu le très court règne et le peu de... comment dire, il n'était pas le peu de popularité qu'il avait, on peut imaginer ce à quoi devaient ressembler les trésors funéraires d'un Ramsès II. Voilà, de quelqu'un qui pesait de ouf, quoi. Voilà. Et puis, bien évidemment, le masque en or, que tout le monde connaît. Donc, bien évidemment, à l'époque, ça fait grand bruit. Les richesses les merveilles qui sont découvertes attirent énormément la presse. Cependant, la presse s'agace un petit peu, puisque il leur faudra quand même quasiment 3 ans entre le moment de l'ouverture de la tombe et le moment où vraiment la momie est mise à jour, etc. Et c'est pas très sensationnel. Du coup, la presse, elle va avoir besoin d'un petit truc pour se maintenir. Parce que, en fait, la tombe avait déjà été pillée, mais les pierres ont été prises en flagrant délit. Elle a été pillée à l'époque de Toutankhamon, quasiment, exactement. Si je me rappelle, c'est ça. Juste après la fermeture de sa tombe. Du coup, tous les objets ont été balancés, absolument en désordre. Il y a 3 chambres quand même dans lesquelles sont disposés des dizaines de milliers d'objets. Mais de toute façon, je me rappelle que quand tu regardes les photos qui ont été prises de la tombe, c'est un gros fatras dedans. Les photos d'époque, tu vois que c'est... Voilà, c'est ce que chez moi on appelle un cafouche. Je me permets de revenir sur des dizaines de milliers d'objets. C'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Je parle pas de très très gros objets, mais des petites amulettes. C'est absolument... colossal en fait. Elle a fait le signe de petit avec les doigts. C'est très petit, donc je parle d'une dizaine de milliers, mais aussi bien les très très gros objets que les petits ou chez petits qui sont dizaines de milliers de Lego, c'est beaucoup. Non, mais t'avais des petites amulettes, si je me rappelle. Alors, tu vas peut-être me dire que je dis une énorme connerie, mais qui étaient bleues, qui représentaient des petits personnages et qui représentaient le nombre de serviteurs que t'aurais dans l'au-delà. Y a pas une histoire comme ça?
Il y a eu Et en une tout- histoire comme ça. Alors, je sais plus Alors, si je c'est sais dans pas la tombe si de c'est- Toutankhamon, mais enfin, oui, non, mais ça- en tout cas, dans ça plusieurs existe. tombes, je crois que c'est à Saqqara ou quoi, où ils en ont trouvé Mm. pas mal. Et donc, du coup, plus t'en avais, plus on t'en mettait, plus ça représentait également ta puissance. D'accord. Et donc, du coup, il y a des tombes qui ont été découvertes avec ces petits trucs, mais à la pelle, quoi. Et Howard Carter, il inventorie absolument tout. Ok. Donc du coup, la presse, elle s'ennuie un petit peu. Et il va se passer très vite des choses quand même assez étranges autour de cette découverte. Et la première chose, c'est la mort de Lord Carnarvon, le 6 avril 1923. Donc très peu de temps après la découverte de la tombe. Et c'est de là que va naître cette idée de la fameuse malédiction de Toutankhamon, dont Mais on va il meurt de dire quoi beaucoup de choses. Lord Carnarvon, Ouais. une piqûre de moustique qui s'est infectée et qui a créé une septicémie. Ah, c'est con, ça. Et comme il avait une santé qui était déjà très fragile du fait de son accident de voiture, Ouais, il a pas. la septicémie, ça, il n'a pas trop aimé. Puis il y en a eu plein d'autres, non ça Alors, on en Enfin, plein a d'autres, attribué plusieurs 27, très exactement. Oui, pas mal. À savoir que dans ces 27, on compte, je crois, le père du secrétaire de Lord Carnarvon, l'infirmière qui a soigné Lord Carnarvon. La vieille tante qui lui vendait des tomates le Voilà, matin. c'est qu'à un moment, dès qu'il y avait quelqu'un qui mourait, qui était lié Mm. à peu près, de près ou de loin, à un des découvreurs de la tombe, on attribuait ça à la malédiction. On a dit que sur la porte était gravée une formule, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais que la mort allait frapper de ses ailes. C'est faux, il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas de formule de malédiction à l'entrée du Donc, tombeau les de tabloïds de Toutankhamon. l'époque, ils ont rien à envier à ceux d'aujourd'hui, quoi. Alors, Ou l'inverse. il y a quand même des choses très étranges. Si on sort du côté mystique pour se plonger uniquement sur les faits, c'est que parmi ceux qui sont rentrés les premiers dans la tombe, il y a quand même effectivement beaucoup de morts qui sont liées au même mal. C'est une fièvre, une fièvre qui les a tués, qui est due à une pneumonie. Est-ce que ça peut pas être lié aux gaz qui sont renfermés dans la tombe et aux Alors, émanations c'est exactement l'hypothèse scientifique qui est retenue, en fait. C'est que une tombe inviolée, pendant près de 3500 ans, vous imaginez déjà l'odeur de votre chambre quand vous aérez pas pendant 3 jours. C'est ce que j'allais dire. Je vous laisse imaginer 3500 ans dans une tombe dans le désert, Ça sent le avec l'humidité, Fennec. avec Un corps en putréfaction. exactement un corps en putréfaction à l'intérieur, des victuailles qui avaient été laissées pour qu'ils puissent j'ai manger oublié dans ça. l'au-delà. La chambre d'ado qui après avait 3500 ans, quoi. qui avait moisi. On a retrouvé des spores. Des sneakers, des pinceaux. Sauf qu'à l'époque, déjà ça n'arrivait pas très souvent de tomber sur une tombe inviolée comme ça, et on n'avait pas du tout les moyens qu'on a aujourd'hui d'assainissement de l'air, etc. Donc Il n'y avait pas de grille de ventilation. non, ils n'avaient pas prévu. Ils faisaient pas les choses très bien, ces Ouais, architectes non, égyptiens. Non, non. Donc voilà, cette fameuse malédiction, aujourd'hui, on a tendance à dire que, scientifiquement, l'explication la plus couramment retenue, c'est ça, c'est l'air vicié que les gens ont respiré en entrant dans la tombe. À savoir quand même que le principal intéressé, le premier qui est rentré dans la tombe et celui qui est resté certainement le plus, bon, il est mort tranquillement quelques 17 ans plus tard, des causes qui n'ont Peut-être rien qu'il à était voir. enrhumé. Le bonheur l'a préservé. Oui, voilà. C'est ça, le bonheur de sa découverte. Du coup, c'est une découverte qui fait date dans l'histoire de l'égyptologie, dans l'histoire de l'archéologie en général, comment dire, dont l'héritage est aujourd'hui important puisque ça a relancé complètement l'égyptomanie au début du XXe siècle. Ça a permis de développer justement de nouvelles techniques de conservation. Comment on entretient un objet qu'on vient de découvrir qui a 3000 Parce qu'il y avait 3500 tellement de ans. choses à gérer qu'il a fallu. Il y avait tellement de choses à gérer, il y avait des choses à réparer, il y a des choses qui ont été mal faites. On a Comprendre comment tout ça s'est retrouvé ensemble, j'imagine. Pour comprendre comment ils utilisaient tel ou tel objet. Ou... Exactement, ça nous a donné beaucoup d'indications sur des objets du quotidien, puisque les pharaons étaient enterrés avec leurs objets du quotidien pour qu'ils puissent continuer à vivre dans l'au-delà, comme ils le faisaient quand ils étaient sur Terre. Donc, il y avait beaucoup d'objets qu'on avait toujours vus en représentation, mais qu'on n'avait jamais eus. Et là, le fait est qu'on les avait enfin. Donc, je disais aussi des techniques de conservation, puisque Howard Carter a été principalement critiqué pour la manière dont il a traité la momie, qui est aujourd'hui fracturée à plusieurs endroits du fait des manipulations qu'elle a subies. C'était une momie qui était déjà très fragile, mais il lui a fait quoi? C'est de sa faute à lui directement? Le fait qu'elle a été déplacée, à un moment, la momie, elle a pas elle a été pas été manipulée soignée, exactement comme elle aurait dû. Du cellophane, du papier bulle, ça coûte pas cher, ça va. Hein.
Ce qui fait que quand on analyse la momie aujourd'hui au rayon X ou quoi, il y a pas mal de choses. Il faut réussir à décortiquer les blessures que le pharaon a réellement subies de son vivant, les fractures, et ce qui est dû à la manipulation. Donc, c'est une découverte qui fait vraiment date dans l'histoire de l'archéologie en général. Et déjà, rien que pour ça, moi j'ai envie de dire merci à Toutankhamon et de le redorer un petit peu son image, de dire que c'est pas un pharaon inutile. Il a été... son héritage, il est planqué. Perdu. Enfin, il est au-delà de... L'héritage post-mortem. Exactement, merci beaucoup. Bah, de fait. Oui. Non, mais si dans son vivant, il a rien fait de... Sans vouloir jouer sur les mots, mais... L'héritage post-mortem, du coup. Mais oui, non, mais pardon. T'as très bien compris. C'était nul ce que tu disais. Non, mais je m'interrogeais. C'est comme pour le viol de force. Moi, je me demande. Mais pardon, vas-y. Mais alors, justement, Toutankhamon, qui il était je vais revenir un petit peu justement sur. C'était ça le sujet. Voilà, sur la. Non, mais la découverte de la tombe de Toutankhamon, on est obligé d'en parler. On ne peut pas ne pas passer par là. Toutankhamon, c'est l'avant-dernier pharaon de la 18e dynastie, qui est une dynastie très puissante. Et ce qui est très intéressant avec Toutankhamon quand on l'étudie, c'est justement le contexte pendant déjà de sa naissance et dans lequel il monte sur le trône. La 18e dynastie, c'est une dynastie donc puissante et faste, c'est la dynastie de la fameuse Hatshepsut. Oui. C'est aussi la dynastie d'un pharaon que tu as cité tout à l'heure et que vous connaissez exactement sous le nom d'Akhénaton, couronné sous le nom d'Amenophis IV. Je vais dire une énorme connerie, mais c'est pas également celle de Néfertiti. C'est Néfertiti étant la femme d'Akhénaton. Oui, c'est ça. Hein. C'est il me semblait la bien dynastie que de Toutankhamon et Néfertiti, ils sont contemporains. Alors, elle est probablement connue, elle. Elle est plus vieille que lui, mais elle l'a. Ah bah c'était la femme de son père. Oui, voilà. Donc, j'ai l'impression d'entendre des histoires de famille. Oui, donc la sœur de non, alors attends, franchement, alors, est-ce qu'elle l'a connue plongée dans l'histoire de mariage, etc. C'est. Alors, est-ce qu'elle l'a connue ou pas? C'est hallucinant pour ne pas dire dégueulasse à cette époque-là, quand même. C'est assez dégueulasse. On va en parler. On va en parler, Camille. Est-ce qu'elle l'a connue? On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce que devient Néfertiti, en fait. Elle disparaît avant la fin du règne d'Akhénaton. On sait qu'elle n'est pas la mère de Toutankhamon. Donc, est-ce qu'elle était toujours auprès du pharaon? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est partie en exil? On n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, ils sont effectivement contemporains. Donc tu parlais de la dynastie d'Akhénaton. Donc je parlais de la dynastie de Toutankhamon. Mais effectivement, je suis obligée de m'arrêter pour comprendre le contexte dans lequel Toutankhamon monte sur le trône. Je suis obligée de m'arrêter un petit peu sur son père, Akhénaton. Donc qui, comme je disais, monte sur le trône sous le nom d'Amenophis IV. En fait, Akhénaton, c'est un pharaon qui est très très mystique. À ce moment-là, en Égypte, le clergé est très puissant. C'est lui qui... Comment dire? Il détient le savoir par l'écriture, les connaissances médicales, c'est une puissance économique, c'est une puissance culturelle et cultuelle. Et à ce moment-là, le clergé le plus puissant, c'est le clergé d'Amon. En fonction de quel clergé domine à ce moment-là, c'est ça qui détermine un peu la cosmogonie aussi de la mythologie des Égyptiens. À ce moment-là, c'est le clergé d'Amon, donc c'est Amon qui est considéré comme le dieu le plus important, celui que tout le monde doit vénérer comme étant le démiurge. Akhénaton, il décide de prendre comme dieu tutélaire un petit dieu qui s'appelle Aton, qui existait déjà avant, mais dont il va faire sa figure protectrice. Au départ, il s'agit simplement de ça. C'est quelque chose qu'avait déjà amorcé son père. Akhénaton, donc Amenophis IV, à ce moment-là, décide de poursuivre ça, et puis de plus en plus. Il va devenir de plus en plus mystique, il va changer son nom pour Akhénaton, il va fonder une nouvelle capitale dans un endroit totalement désertique, capitale qui va s'appeler Akhetaton, connue aujourd'hui sous le nom de Tel El Amarna. Il va retirer tout son pouvoir au clergé d'Amon, il ne va pas créer de clergé d'Aton, puisque sous Akhénaton, le seul représentant et le seul intermédiaire entre les hommes et le dieu, c'est lui-même. Donc la place du pharaon comme grand prêtre d'Aton et comme guide spirituel est encore plus affirmée que selon
l'ancien régime, si je puis dire. Donc c'est vraiment une révolution culturelle pour les Égyptiens à ce moment-là. Il va également avoir une influence sur l'art en Égypte. Il va complètement révolutionner la manière de représenter, ne serait-ce que la famille royale. On va aller sur un côté qui est une représentation qui est beaucoup plus naturaliste. L'amour du pharaon pour ses enfants, la vision de la famille va être très mise en avant, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc voilà, on est je l'explique très très mal. Non, mais je m'en rends compte. Mais il faut comprendre que à l'époque c'est vraiment une énorme révolution et ça va être très très mal vécu par la population, mais surtout par le clergé d'Amon, plus que par la population, puisque on a beau dire que Akhenaton est un pharaon mystique, il n'interdit pas complètement le culte des anciennes idoles. Il fait fermer les plus gros centres cultuels, notamment le temple de Karnak. Okay. Mais les paysans dans le reste de l'Égypte, ils continuent à vénérer d'autres à vénérer d'autres dieux, sachant que l'Égypte à ce moment-là est polythéiste, donc chaque petite bourgade a un petit peu sa figure tutélaire, etc. Donc ça change pas vraiment. C'est vraiment le pouvoir qui va changer complètement de main. Et Akhenaton devient de plus en plus mystique tout au long de son règne, va laisser complètement de côté les affaires publiques, la politique extérieure. Les ennemis héréditaires de l'Égypte, les Hittites, vont commencer à grappiller des petits bouts de terrain, puisqu'il faut savoir qu'à ce moment-là, le royaume d'Égypte s'étend jusqu'à l'actuelle Syrie. Donc c'est quand même assez conséquent. Et puis, Akhenaton disparaît. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il a été assassiné, on ne sait rien de la fin d'Akhenaton. Et là, grosse période de trouble, on ne sait pas exactement qui lui succède. On trouve la mention éventuellement de sa fille, Méritaton, qu'il aurait épousée. Ah non. Bah si. Hein. Si. T'es encore choqué? Ouais, plutôt là, ouais. Non, alors chez les Égyptiens, ça se fait beaucoup entre frères et sœurs, chez les pharaons, entre frères et sœurs et entre père et fille. Ah, c'est horrible. Si, la mère de Toutankhamon est une des sœurs d'Akhenaton. Oh, t'as l'arbre généalogique qui doit faire des nœuds. Je t'assure, tu vas juste sur Wikipédia, et tu sais, quand tu vas sur la page, par exemple, d'Akhenaton et que tu vas voir épouse, tu cliques sur une des épouses, tu regardes quelle était par rapport à lui, et tu vois qu'après, elle a épousé un de ses fils, et tu deviens fou. Vraiment. Après, tu vas à Sainte-Anne. Je regarderai. Direct. Donc du coup, Akhenaton mort, on pense que voilà, une de ses filles, ou éventuellement un de ses fils, on ne sait pas trop, prend sa place pendant quelques années. Puis Toutankhamon arrive sur le trône, âgé seulement de 9 ans. Donc déjà, pour commencer à amorcer des réformes ou quoi, quand t'as 9 ans, pas vraiment d'expérience politique, on peut dire, c'est un petit peu compliqué. Toutankhamon, il a une santé extrêmement fragile. Il a un pied beau, il ne peut pas se déplacer sans une canne. On en retrouvera 130 dans sa tombe. Il peut pas monter à cheval, il peut pas monter sur un char, donc partir à la guerre encore moins. Et quand on voit la modélisation de son corps qui a été faite la modélisation 3D qui a été faite à partir de sa momie, on comprend que c'est la sélection naturelle fait qu'il aurait pas pu rester très très longtemps. Donc il monte sur le trône à 9 ans et sous son règne recommence la période de la restauration. Et c'est justement l'objet de la stèle qu'on va retrouver à Karnak qui porte son nom. On arrête tout. On fait absolument table rase du passé, on remet la capitale à Athènes, on rétablit le culte des anciens dieux, on rétablit le pouvoir, on rend son pouvoir au clergé d'Amon. On oublie complètement Aton. Ouais. Et ça, cette réforme, c'est un de ses conseillers qui s'appelle Aï, qui la met en œuvre. Et ce qui est très étonnant avec cette personne, c'est que ce conseiller, Aï, c'était déjà un des conseillers d'Akhenaton qui avait... T'es en train de perdre Hicham. Pardon.
Non, mais c'est le aïe qui le... Je suis désolée, aïe. Je ne sais pas comment le prononcer. Non, mais c'est autrement. très bien. Non, aïe, c'est très bien, oui. Oui, non, mais ça me rappelle le méon. Oui, moi aussi. Pardon, je suis Donc, désolée. ce cher conseiller aïe. Oui, aïe. il va pas rester très longtemps, t'inquiète pas. Je vais arrêter bien. d'en parler dans Ouais. quelques secondes. Il aura pas trop mal. Mais ce que je trouve très intéressant avec cette personne, c'est que c'était un très proche conseiller d'Akhenaton et qu'il avait lui-même participé à la réforme d'Akhenaton et à la suppression de... Je veux dire qu'il a déjà retourné sa veste il y a 3500 ans. Ça se faisait déjà. Exactement, ça se faisait déjà. Une bête de droite. Oh, qui a dit ça? Pardon. Vas-y, continue. Ouh là là, ça Tout le monde a dénonce. reconnu ta voix, tu sais. Aïe, aïe, aïe. J'ai ripé d'un coup là, pardon, vas-y. Donc voilà, cette réforme s'amorce sous Toutankhamon et puis à 19 ans, Toutankhamon meurt. Et... Putain, il avait 10 ans de règne. Il avait 10 ans de règne, il a commencé à régner très jeune en étant très malade. Il est mort à 19 ans. Très jeune en étant très malade. Très jeune en étant très malade. Bravo. Le mec constant, vraiment de bout en bout. Tu sens que t'as fait des histoires des études histoires d'histoire. d'études, ouais, grave. Et le fait est que ce pauvre Toutankhamon, il a pas vraiment eu de chance et il a pas vraiment eu le temps... Il se marie avec sa fille, du coup. Non, il s'est marié jeune. avec sa sœur. Mais mieux. je suis désolée, tu l'as cherché. Je voulais pas te choquer, je voulais pas en parler. Mais non, il s'est Ouais, marié moi, ce qui avec me sa choque, sœur. c'est que vous, ça vous choque pas, en fait. C'est plus Mais ça. non, parce mais que... c'était à fort longtemps. quoi. Ouais, et enfin... Il s'aimait. C'est une Quelle que coutume. soit la période de l'Égypte, c'est monnaie courante. Cléopâtre, elle avait épousé son frère, son petit frère, c'est ça? Oui. Fin, Puis la Et Cléopâtre, puis sous la flamme. dynastie Lagide, c'est des mariages on- consanguins. On donc, est d'accord, finir, à tire ouais. larigot. Ouais, ouais, donc... voilà. Non, mais ok, très bien. Non, Et donc voilà, donc ce petit pharaon, moi j'ai... Comment Ça dire nous a apporté quasiment les plus gros trésors qu'on a de l'époque des pharaons. Exactement. Il a pas eu le temps de faire grand chose, mais il y a quand même quelque chose qui me touche beaucoup Pourquoi il est mort dans l'histoire. La Alors, fragilité. la fragilité. Faiblesse. On a retrouvé une fracture. Déjà, il avait le palu. Ouais. Bon, ça n'aide pas. Ça C'est n'aide un pas mauvais quand tu as départ. déjà une santé fragile. On a retrouvé une fracture qui date de 1 à 4 jours avant sa mort. Ok. Donc il est fort possible que du fait de sa condition très fragile, la petite maladie, hémorragie des cette familles ou un truc fracture comme ça. fait que ça l'a C'est une achevé, fracture quoi. où? Sainte-Camille. J'ai- Peut-être, est-ce qu'on peut finir l'histoire de Toutankhamon Pardon. avant de lui demander s'il toussait le matin ou plutôt le soir? je ne sais plus Camille. Camille. Cette fracture. Laisse-la finir son sujet. Elle était vraiment chelou, ma question. Oui, Pardon. je te jure. Ok, pardon. Non mais voilà, juste moi ce qui me touche beaucoup avec ce pharaon, c'est que dans leur rapport à la mort, en fait, les Égyptiens, pour eux, la mort, c'était pas une fin, c'était l'ouverture vers la vie dans l'au-delà. Mais pour que cette vie soit... Une fracture, c'est une ouverture. Oui. soit permise. Camille Tu gâches Tu vois, tout mon nez. Voilà, pour que cette vie soit faste. Et pour que cette vie soit permise, il faut pouvoir, enfin que les vivants puissent prononcer le nom du pharaon. Et moi, ce que je trouve très beau avec Toutankhamon, c'est que ça a beau être un petit pharaon qui n'a pas fait grand-chose, qui est mort malade très tôt, bah au final, le nom le plus prononcé aujourd'hui, c'est le sien. Et est-ce que c'est pas celui qui a, parmi tout cela, le plus réussi sa vie par-delà la mort? Eh, Oh, ça c'est mignon. La classe, Ouais. la petite conclusion magnifique. Et bah, du coup, j'ai grave envie d'aller voir l'expo. Ouais, Ça a pareil, l'air trop totalement. bien. Elle commence quand? Tu peux nous rappeler? Elle commence le 23 mars à la Grande Halle de la Villette. Donc tout bientôt, quoi. Ah, et l'épisode sera publié, je pense, peut-être, oui. Oui. Oui, Dans ces oui, eaux-là oui. que ce... Voilà. Eh ben, fort. Au pire, on parlait de l'année 2019 pour ceux qui nous écouteraient en Oui, 2028. voilà, oui. Mais ouais, non, en tout cas, du coup, ça dure 6 mois et c'est là vraiment trop cool. Je suis trop chaud pour y aller. Date, en fait. Mais oui, on ira. Enfin, On moi ira. j'irai en tout cas. Ouais, moi aussi. Bah, j'y merci voulez, beaucoup, mais- c'était trop fat. Trop bien. Bravo. J'avais une passion pour l'Égypte ancienne quand j'étais petit. Donc du coup, ça m'a rappelé des souvenirs. Ça va peut-être te revigorer ta passion. Cool. Allez. A déjà mis son bonnet de nuit. Allez, vas-y. Un petit pourquoi alors. Allez. Mais pourquoi tu fais ça, Jack? Alors, pourquoi, bon Dieu? Pourquoi quoi? Bah pourquoi t'as fait ça, quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi faire? Pourquoi tout est corrompu? Vous savez très bien pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a bam 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 et tac 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 tac. Donc, Il est magnifique. merci. J'adore cette Merci. Et du coup, vu qu'on va faire normalement, ou on va faire plusieurs pourquoi, Au moins bah, Il ça va, sera... il va être récurrent, ouais. Voilà, récurrent, on va ajouter des petits trucs et tout. Et du coup, pourquoi et de quoi je vais parler? De quel pourquoi? Seul toi le Au sais. final, exactement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas un jour j'ai pensé, je me suis dit pourquoi les insectes meurent sur le dos. Et pourquoi? Et bah on sait pas trop en fait.
Non, mais... Merci. Non, mais en vrai, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles officiels. J'ai trouvé que des articles et tout. Donc tes sources, c'est Biba, c'est ce que t'es en train de nous dire? Non, mais il y a 3 grandes hypothèses qui sont revenues plusieurs fois. C'est constaté que les insectes meurent Oui, sur le dos? t'as jamais remarqué, toi? Non. Ah bah moi, à chaque fois que je vois un insecte mort, il est toujours sur C'est le pas dos. du tout scientifique, moi, à chaque fois que je vois. Mais vas-y, continue. Non, mais c'est pas forcément. Bref, donc quand l'insecte il est faible après avoir pris un coup de pesticide dans la gueule, c'est surtout en fait pour les insectes volants, il perd l'équilibre et en plein vol, quand il tombe, son exosquelette et je remets le micro devant ma bouche, s'il te plaît, pas de souci. Vu qu'il a son poids plutôt vers le dos. Exactement. Donc en tombant, il tombe sur le dos, comme la tartine. Voilà. Exactement. Et il y a un monsieur sur Yahoo en 2006 qui a écrit. C'est pardon maman, c'est pas le Gorafi en fait. C'est un pourquoi, ça va. En tombant, le poids des ailes l'entraîne en arrière comme la tartine avec la confiture. Non, mais si tu veux faire des pauses, fais des pauses. Hein. Et ça fonctionne aussi pour une tartine de miel ou c'est que pour la confiture? Donc ça, c'était la première version. La deuxième, en mourant, le flux sanguin est perturbé et fait que les pattes se rétractent, mais pas tout en même temps. Du coup, ça crée un déséquilibre. Et il se retrouve sur le dos. Oh, toi, t'as regardé 1001 pattes, c'est ça? Non, mais... pour le coup, crédible. Voilà, et vu qu'elles sont faibles, elles peuvent pas se gigoter pour se remettre... Comme si une tortue perdait 2 pattes d'un coup, quoi. Voilà. Et la troisième théorie, c'est une théorie que j'ai trouvée sur les-cafards.fr. Mon Dieu. Mais dans ces cas-là, donne pas tes sources, s'il te plaît. Non mais je trouvais ça drôle. Il y a un site quand même où on pouvait trouver, et je cite, un article sur tout savoir sur la blatte géante d'Argentine, ou de la blatte forestière ambrée, ou encore la blatte de Madagascar, ou le cafard siffleur de Madagascar. Voilà, c'était... Ah bah ça voudrait un sujet. Pourquoi le cafard siffleur siffle? Mais d'après ce site, c'est une volonté des cafards. Et c'est la fin de Pardon Maman. C'était un plaisir d'être avec vous pendant 2 années. Attends, laisse-moi finir. C'est une volonté des cafards. Mais c'est que les cafards chefs de famille. Pour les différencier des... Ils font tout pour se retrouver sur le dos avant de mourir parce qu'ils ont les yeux sur le haut de la tête et au même niveau, à la même hauteur que leur dos. Et du coup, ils ne veulent pas voir la lumière pendant qu'ils meurent. Je vous jure que c'est écrit sur le site. Mais c'est pas... C'est pas parce que c'est sur internet que c'est vrai, Hicham. Bref, mais ils disent aussi, et cette fois, je cite encore une fois, mais laisse-moi finir, merde. Les cafards se retournent en général avant de mourir afin de se réincarner en être humain. Non, mais non. Ou encore mieux, il se peut qu'ils souhaitent regarder une dernière fois les étoiles avant la mort. Mais c'était la fin de cette série de pourquoi. Ils ont les yeux de l'autre côté, donc du coup qu'ils peuvent pas voir le ciel. Oui, non, mais ça dépend de quel cafard. J'en sais rien. Tu crois que Voilà. Non, mais la précision. Camille a pas tort. Non, mais dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. On fera plus de pourquoi. Hein. La précision. Mais ça, c'est 2 cafards différents. Bon, et c'était intéressant. Hein. On espère que vous avez appris quelque chose. Voilà. J'irai pas voir l'expo, hein, je te le dis tout de suite. Par contre, non mais là je sens venir la tendance. Dans 6 mois, tu prends tes sources sur Rire et Chanson, c'est hors de question. Hein. Non, mais en vrai, la vraie. Déjà que t'as fait les blagues de Michel Leb pour le numéro 1. Alors... la deuxième version, c'est celle qui sont le plus plausibles. Il n'y a pas eu de recherche de l'INA ou un truc, enfin pas de l'INA, parce que l'INA ils ont pas vraiment de sources là-dessus. Du CNRS ou je sais pas quoi. Donc voilà. Ok, on demandera à la NASA. Ouais. Yes. Et merci, si je veux le dire quand même, mais merci. Bravo Moret. Rattrape ça, Juan. Enfin, fais pas le con. On va essayer. Pourquoi maintenant la bouteille a un bouchon vert? You wash it, Green, oui. Green, comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. You wash it. Magnifique jingle. Il y a des jingles cool cet épisode. Ouais. Il était très cool. Avec le petit Elikaku. Ok. Putain, m'a dit pas merci, on se fait des compliments. Pourquoi je dirais merci? Oh là là. Agréable. Allez, alors, venons-en au greenwashing. Fait. Je suppose que c'est un terme avec lequel vous êtes à peu près familier. Ça va. Oui. J'imagine que c'est le cas à la plupart des gens qui nous écoutent, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit plus précisément. Donc, le greenwashing, des gens on appelle ça l'éco-blanchiment en français.
Ah, c'est génial. C'est moche. Ah, écoute, Du c'est coup, le tarif. Il n'y a plus la couleur verte, mais. Non, bah en même temps, elle a pas vraiment de raison d'être la couleur verte à part par sa symbolique liée à la nature. Donc les origines. Commençons par les origines. Au Moyen-Âge. Aux États-Unis, c'est pas une époque, donc ça marche pas. Mince. Une première vague de greenwashing donc a eu lieu dans les années 60 avec la révolution verte, qui désigne le bond technologique qui a été réalisé en agriculture entre 1960 et 90, où les producteurs de pesticides, grâce aux progrès réalisés dans cette période, se présentaient comme des bienfaiteurs. À l'époque, on appelait ça l'éco-pornographie. Parce qu'on avait des solutions pour améliorer l'agriculture via des produits, sans la prise de conscience qu'on a pu avoir aujourd'hui sur les effets de certains de ces pesticides ou autres, sans vouloir prêcher pour une église ou l'autre, puisqu'encore une fois, la plupart des arguments contre les pesticides sont pas forcément non plus bien argumentés. Oui, donc c'est un large débat. Voilà, il y a eu un sursaut dans les années 80, durant lequel est apparu le terme greenwashing. Donc on attribue la première trace écrite à un certain David Bellamy, qui était un botaniste anglais, dans le numéro de septembre 1987 de Sanity, qui est un périodique d'une ONG britannique. Désolé, je lis beaucoup, mais ça fait beaucoup de choses à retenir. Non, mais très bien. Au début des années 90, donc, on a été marqué par la montée d'envergure des préoccupations environnementales avec la première édition mondiale du Jour de la Terre. Ça vous parle? Le Earth Day? Non. Oui. Oui, c'est quoi? Très bien. ça C'était me dit vraiment quelque chose. en 90, Oh là c'est là. un jour de sensibilisation, en gros, à l'état de santé de notre planète. Oui, ok. Et avec la préparation du sommet de Rio en 1992. Comme le sujet semblait intéresser le grand public, les entreprises se sont rapidement approprié le créneau sans s'y préparer. Et c'est de là que vient le problème. On avait envie de dire, nous aussi on est green. Ouais, et en fait, pas trop. Mais on n'était pas vraiment confident sur le sujet. Certains d'entre vous se rappellent peut-être du sponsor de l'émission Ushuaïa. Bah, c'était pas le gel douche Ushuaïa? Alors, entre autres. Mais c'était surtout Ron Poulain, qui était un groupe chimique et pharmaceutique. Ah, oh putain, ils ont. Enfin, je veux dire, les. Oh, pas gentil. Pas forcément, faut pas diaboliser non plus tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, ce sponsoring a été encouragé par Dominique Cantien, qui était la directrice des investissements de TF1, avec pour argument d'améliorer l'image écologique du groupe. Mais ça ne collait pas à une émission qui parlait vraiment nature. C'était un premier faux pas en matière de ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing. Le greenwashing tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc, il fait suite à un rebond aux alentours plutôt de 2005. Alors, on va décomposer les différents types de greenwashing, parce qu'il y en a pas mal. Alors, on va commencer par la terminologie. On va prendre l'exemple du mot naturel. Le mot naturel, on le trouve dans beaucoup d'emballages. Vous regardez n'importe quel produit, vous trouvez le mot naturel, et pourtant, le mot naturel, pour vous, il correspond à quoi? Bah, pas transformé. En tout cas, bah, j'imaginerais que ça a été extrait d'un truc physique, quoi. Ok. Tu cherchais pas le mot bio? Pas traité. Alors, ça, c'est vraiment très très différent, mais on y reviendra peut-être. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire pas traité, mais ça, c'est plus le bio, effectivement. Bah, techniquement, on peut imaginer une interprétation, mais elle ne correspond pas à la vraie définition. Le plomb, c'est naturel. Le sulfure de mercure, c'est naturel. C'est vrai. Donc, encore une fois, manque de préparation. Ça ne veut rien dire, c'est un joli mot, ça fait plaisir, mais on peut techniquement apposer les termes 100% naturels sur un produit sans que ça puisse légalement être un problème. Oui, et puis en fait, ça veut pas dire que c'est pas toxique, comme tu dis, en fait. Absolument. Le pétrole, bon, bien qu'il soit raffiné, on pourrait y foutre 100% naturel dessus, yes. 100% os de dinosaure, tu vois, c'est naturel. Nickel. Donc, on a ce problème de terminologie, on a aussi le principe de dévier l'attention. Alors j'ai un exemple simple qui va peut-être vous parler du coup, c'est les cigarettes. Avant l'arrivée du paquet neutre, puisqu'aujourd'hui on a les paquets neutres, vous voyez tous à quoi ça ressemble, le paquet vert. C'est marrant parce qu'on s'y est habitué, mais enfin il est vert, non, il est plus vert noir. Oui, couleur de la Il a mort. un côté olive, un peu. L'olivette, ouais. Bref, c'est marrant, on s'y habituait très vite, mais finalement c'est quand même assez récent. Avant l'arrivée du paquet neutre, on a pu observer donc que certaines marques de cigarettes avaient des stratégies assez intéressantes, notamment une dont les fumeurs se rappellent peut-être. Certains fabricants avaient remplacé la feuille d'aluminium à l'intérieur du paquet par du papier recyclable. Ah ouais? Vous savez, quand sur les cigarettes industrielles, on ouvre une petite feuille d'aluminium, et il y a certaines marques, pour ne pas les citer, une qui est un coup de chance, qui avait remplacé l'aluminium par du papier recyclable et qui donnait au paquet un rendu un peu mat, cartonné. Un coup de chance, tu viens de l'avoir. Bravo. Non. Bien joué. Ouais, tu sais, je crois qu'il avait pas Après, fini ça sa se phrase. foutait de ma gueule. Tu sais, genre un mini AVC, je me suis dit, putain, il a pas fini, vas-y, dis-moi, j'attends. Non, c'était un jeu de mots très peu habile. Et donc, ne serait-ce que donner un rendu mat au paquet plutôt qu'un côté brillant, c'était une manière de greenwasher, en fait, de donner une image un peu plus naturelle.
c'est de bonne loi et ça rend le paquet de cigarettes recyclable, techniquement. Mais ça change rien au fait qu'un mégot de cigarette, c'est extrêmement polluant. Alors du coup, non, mais je ferai un autre sujet sur le plastique. Mais... Oui, enfin, on y reviendra. Laisse-moi essayer d'être vulgarisant, Vas-y. un minimum. Donc on peut parler de greenwashing puisque l'attention du consommateur est éloignée, déplacée du produit vers son packaging qui lui est recyclable. Genre, c'est cool, il y a un petit papier recyclable, mais du coup il y a du plomb dans les mais clopes. il y a 20 cigarettes qui vont potentiellement polluer des litres et des litres d'eau. Donc on a dévié l'attention, c'est considéré comme du greenwashing. Et un mégot ça pollue 500 litres d'eau. Ça tout le monde le sait, Elias. Bah je sais pas, moi j'ai pris je partage. Ensuite on a le visuel, on va mettre des petites fleurs, on va mettre du vert, et hop, on est content. Comme sur le pays. Oui, beaucoup de marques ont une variante de leurs produits en vert pour attirer un certain type de clientèle, mais il y a un exemple qui est le plus connu, et vous le connaissez peut-être. Moi, le dernier qui m'est marqué, c'est le Coca Life. Oui, c'est un très bon exemple. Et ça, c'est J'ai un exemple parallèle en fait, puisque c'était le changement de la société McDonald's qui est passé du rouge au vert il y a plusieurs années déjà. T'as pas remarqué aujourd'hui tout McDonald's c'était un M jaune sur un fond vert, alors qu'il y a encore quelques années c'était un M jaune sur un fond rouge. Ah c'est vert maintenant? Absolument. Oh merde, putain. Ça fait un petit moment déjà. Faut que je pense à sortir un peu. Oui, bah, ça veut dire que tu vas pas trop souvent au McDo, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Et enfin, à part mettre du vert, il n'y avait pas vraiment eu d'initiative. La seule initiative parallèle qu'ils ont eue, c'était de proposer des salades et des fruits dans les menus. C'est pas genre faire un menu où tu remplaces les frites par de la salade ou des fruits, c'est proposer que si jamais tu ne veux pas de ta frite, on peut te mettre une salade avec. Yes. Bon, aujourd'hui ça a un petit peu changé. Mais c'était la seule initiative parallèle à l'époque où ils étaient passés du rouge au vert. Donc la seule raison de passer au vert, c'était vraiment de dire c'est un peu la nature. Du coup, je sais pas si t'as une des catégorisations qui marche avec ça, mais il y avait aussi, ils avaient fait un burger, je crois que c'était McDo, un burger avec de la viande et tout, mais avec une sauce végane. Hey. J'avais pas vu ça. Parce que du coup, il y a la sauce végane, mais tu la mets sur un putain de steak. Non, je crois pas que ce soit une enseigne super connue comme McDo, mais je l'avais vu, le steak avec la sauce végane, il m'avait bien marqué celui-là aussi. J'ai pas vu ça, mais oui, j'ai jamais entendu parler d'un mouvement vegan chez McDonald's, personnellement. Non, pas là. Mais ouais, en gros, la seule chose qui avait changé, c'était qu'au lieu de trouver des emballages non recyclables rouges au bord des routes, on trouvait des emballages non recyclables vert. Voilà. Mais il serait malade de ne pas mentionner que la firme a annoncé début janvier donc de cette année son intention de passer aux emballages recyclables. Mais plus de 10 ans après son changement de charte graphique du coup. Et surtout que c'est un peu des... Ils ont annoncé ça aux US ou en France? Pour l'instant je pense que c'est aux US. Ok, parce que je ferai un autre sujet de recyclage, mais il va y avoir une obligation de ne plus proposer d'ustensiles jetables, enfin à usage unique. En plastique et en truc. Oui, tout à fait. Mais ça a été refusé. Elle est pas passée là. De quoi, en France? Ouais, en France. Ah si, en France, elle est passée. Elle est appliquée à partir du 1er janvier 2020. T'es sûr de ça? Je crois que c'est 2020, ouais. Oui. Moi, il me semblait qu'elle était pas passée. Si, elle est passée. Et elle fonctionne à partir du 1er janvier 2020. Moi, je suis quasiment sûr. On y reviendra. Je dis peut-être une énorme merde. On y reviendra histoire de pas spéculer sur des trucs on n'est pas sûr. On a un an pour faire le sujet. Voilà. Ensuite, nouvelle méthode, la méthode du, je l'ai nommé, j'ai eu un 5 en maths, mais les autres ils ont eu 3. Donc c'est pas parce que t'es le premier que t'as une bonne note, en gros. L'exemple le plus probant, c'est l'automobile. On va avoir une accroche comme véhicule le moins polluant de sa catégorie en émissions de CO2 et en consommation. Ouais, le mec il t'a salopé la cuisine, mais c'est moi qui ai fait le moins de traces. C'est génial. Donc on colle par-dessus la mention hybride et le tour est joué. Le véhicule reste très polluant, mais il pollue un peu moins que les autres, alors il est green. Eh ben super. Méthode du j'ai eu 5 en maths mais les autres ont eu 3. Je suis très fier du nom donc non mais voilà, très, très je le répète. Bah après j'avoue moi si j'avais eu 5 et les autres 3, j'aurais dit clairement la même chose. On est d'accord. Alors, ça va, les autres ils ont eu 3. Nouvelle méthode, le mensonge pur et simple. On s'emmerde pas. Le grand public en aura eu un exemple assez marquant avec une émission de grande écoute sur le sujet, ce qui était une émission très connue qui aime bien tacler des entreprises que je ne citerai pas. Ce sujet c'était la bouteille Volvic. Non, je citerai pas par rapport à la dernière émission qu'ils ont fait qui m'a particulièrement énervé parce qu'elle était pleine de choses fausses. Donc ce sujet c'était la bouteille Volvic. Volvic vantait les mérites d'une nouvelle bouteille qui respecte l'environnement avec un beau packaging tout vert et une campagne qui reprenait tout le champ lexical de l'écologie. Puis des photos de volcans. Puis ça a toujours été le cas. Mais là c'était vraiment une campagne green à 100%. Donc on se dit super, une bouteille entièrement recyclable, mais sauf que pas du tout. La seule différence avec l'ancienne, c'est que la nouvelle bouteille est d'après Volvic, 20% végétal. Ce qui déjà de base ne veut pas dire grand chose.
Et en plus, d'après les tests commandés par cette même émission dont on parlait, elle ne serait que 10% végétale. Et par végétal, on entend éthylène glycol issu d'une mélasse de canne à sucre. Donc non seulement la bouteille est pas recyclable, parce que c'est pas parce qu'elle est 20% plus recyclable qu'on peut la recycler, ça reste la même Ça bouteille. consomme de la flotte à balles, la À canne à balle, sucre. absolument. Et en plus, les chiffres avancés par la publicité sont trompeurs. Donc on est sur un cas flagrant de greenwashing. Ils ont préféré faire des bouteilles d'eau au lieu de faire du rhum avec la canne à sucre. En plus, Il ce est qui bien. est bon après. Pardon. On peut considérer ça comme un crime si tu veux. Et il y a aussi le label. Vous êtes peut-être familier avec celui-là aussi. Il y a plusieurs types de labels dans le greenwashing. Le plus notable, c'est un petit logo qui n'a pas de signification particulière. Un arbre, une feuille, c'est rattaché à aucune promesse ou obligation. Mais ça peut être confondu par le consommateur avec des véritables labels comme le label agriculture biologique, donc qui est le label européen, ou le label rouge. Vous êtes peut-être familier avec le label rouge. Il y a d'autres labels, mais il y en a beaucoup désinventés sur pas mal de packaging. Il y a aussi les labels maison. Par exemple, il y a le label discount responsable de Auchan. Je cite pas les émissions, Ça y est, mais je alors, cite les c'est- marques. Balek. Ouais, ouais, bah, Discount responsable, ça ne veut rien dire, ça ne correspond à rien. Soyons d'accord là-dessus. Le label Eco 2 de Renault, par exemple. Ma voiture a un label Eco 2. C'est du label Pipo Génial. 2.0. Voilà. Pipo 2000. Et ces labels correspondent en fait à une charte. Il y a une vraie charte derrière, sauf que cette charte est faite maison par le distributeur ou le constructeur. Donc en gros, elle est soumise à aucune régulation d'un organisme tiers, qu'il soit européen, national ou autre. Mais elle fait illusion et c'est le plus important. Donc du coup, comment s'en prévenir? Se renseigner sur les greenwashing. labels. Déjà. Si vous souhaitez donc être moins sensible à ce type de pratique, la solution elle est simple en tant que consommateur. Vous pouvez vous renseigner en effet sur les labels et sur ce qu'ils impliquent. Il en existe beaucoup. Il y a par exemple le label Fairtrade Max Havelaar. Vous avez les appellations d'origine contrôlée ou les appellations d'origine protégée. Vous avez le label agriculture biologique. Il y en a beaucoup. Je vous invite à vraiment vous renseigner là-dessus parce que je pourrais tous vous les décrire un par un. Ce serait extrêmement pénible. Tapez différents labels produits de consommation. Ouais. Vous aurez la liste. Vous saurez de quoi ça parle. Par exemple, vous saurez que le label agriculture biologique ne signifie pas qu'il n'y a pas de pesticides dans un produit. C'est la plus grosse blague de l'histoire. Mais voilà, vous pouvez également vous renseigner sur les cahiers des charges des différents labels, parce que parfois ça peut vous surprendre. Je prends le cas de l'agriculture biologique, notamment, les gens disent « Super, j'ai acheté un truc bio, youpi, sans pesticides ». C'est moins d'un certain pourcentage. Il y a en fait des pourcentages et des chartes pour avoir un label. Ça ne correspond absolument pas à une manière de fabriquer en gros un produit. Et côté professionnel, l'ADEME a publié un guide à destination des entreprises pour auto-évaluer une campagne de communication et savoir si on pratique ou non le greenwashing. Ah putain, parce que c'est facile de taper sur les entreprises, mais des fois les entreprises ne font pas forcément exprès non plus, en étant de bonne volonté. Ouais. On peut consulter l'ADEME pour savoir si une campagne qu'on produit est potentiellement du greenwashing ou pas. Ah, et c'est payant? Pour consulter l'ADEME, je ne pense pas, non. Putain, mais c'est trop bien, c'est trop cool. Oui, après, c'est vraiment dans le cas d'une campagne publicitaire. Ouais, non, fais ta c'est- campagne, tu leur soumets, et ils te diront si oui ou non. Sachant que je crois qu'ils ont quand même fait passer plusieurs pubs qui étaient a posteriori considérées comme du greenwashing. Mais on va Mais pas c'est- leur je veux jeter dire, la pierre. C'est déjà un premier truc. Donc je tenais à vous citer les sources quand même pour être sûr de pas raconter n'importe quoi. On a le site donc Hicham. de l'ADEME, on a le magazine The Economic Times, le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, le site de l'Observatoire indépendant de la publicité, le site du RSE, le RSE alors si vous savez pas ce que c'est la responsabilité sociale des entreprises, et le site de la CCFI, la compagnie des chefs de fabrication des industries graphiques et de la communication, qui a un acronyme qui ne correspond pas du tout à son nom. Ok. Et ben c'était fort éclairant. Du coup, nous ferons plus attention. J'espère que c'était pas trop condensé. Non, mais c'était nickel. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous tourner vers Elodie, que vous avez déjà eu au micro, Tout à fait. qui sera Tout à fait. contente de répondre à tout. Laissez-la tranquille, elle est déjà suffisamment sollicitée sur Twitter. Non, mais trop cool. Et du coup, ça m'a donné envie de refaire un sujet écolo, mais très chouette. Bah ouais, je ferai plus d'attention et j'essaie de me faire moins voir. Mais c'est tentant quand sur ton gel douche en plastique, sur un truc qui est violet, il est marqué naturel. Bah ah ouais, pourquoi Bah, pas. bien sûr, ouais, c'est clair. Donc non, mais c'est bon, c'est noté. Nous ferons attention. Bien. Eh bien, dans ce cas, à vous de jouer, patron. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Eh ben ça y est, le satellite Septime est placé sur son orbite, nous n'avons plus qu'à le téléguider. Eh, Napoléon, on dirait que c'est la fin. Cette petite douceur qui s'est finie malheureusement en violence. Bah oui, un petit peu là. Et qui va commencer par une petite question. C'était plus le mixage que le choix des... Bah l'extrait est un peu agressif, mais fallait une explosion, que voulez-vous. Mais du coup, j'ai commencé par une petite question pour vous, c'est quoi l'espace? C'est tout ce qui est autour de nous. Ok.
C'est dans Qui une est zone un peu au-dessus infinie. de la Terre. Ok. Vous avez pas. Il n'y a pas de pesanteur. Ouais, mais qu'est-ce que ça vous évoque? Ah, le vide. Ouais, très bien. Le noir. Le vide. Ouais. Le pas d'oxygène. Ouais, Ok. le pas d'oxygène. Bon, c'est déjà pas mal. Donc déjà, il y a le vide, c'est intéressant, et on va voir que c'est loin d'être vide. Bon, des déjà, gros cailloux. déjà parce qu'il y a plein de planètes, et justement, ça me fait, enfin, c'est assez drôle parce que quand on pense à l'espace, mais- souvent c'est un espace immense, quasi infini, qui s'étend La dans tous les sens, proportion etc. entre le vide De loin à et très les loin. planètes est quand même Qui est littéralement étendu. Non, mais surtout que je vais rester proche de la Terre parce qu'en vrai, la pollution à 4 années-lumière, pour l'instant, ça va. Mais Dieu donc, merci. ouais, on s'attend à un truc Déjà dans vide. l'espace, c'est Et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Donc là, je vous parlais donc des déchets qu'il y a dans l'espace et pourquoi c'est dangereux. Champion. Donc déjà, création des déchets. Est-ce que vous savez, donc je vais vous poser la question tout à l'heure, quand on a lancé le premier satellite dans l'espace? on a perdu. Vas-y, bye. Hein. Camille a totalement baillé. La meuf Dans fait un les sujet années- de 40 minutes et après, moi, au bout de 2 minutes, je me fais bailler dessus. 69. Le premier satellite. Dans les années 50. Ouais, c'est moi, ça. je dis Ouais. avant 69. Attends, premier satellite. Ah non, 69 c'est la Lune. Moi, je dis donc, 60. Ouais, bah, bien 10 C'était ans la guerre avant froide. Lune. Oui, alors c'était la guerre froide et Ouais, c'est un point intéressant. C'était Donc, 50. premier satellite, c'est Tu prends Sputnik pas de 1. risque, 60, c'est toujours Ah la ouais, guerre froide. ça, Donc, jusque-là, ça va. Le premier satellite, c'était Sputnik 1, lancé par la Russie. Donc, premier satellite de l'histoire, 1er octobre 1957. Et en fait, bah, ce qui est drôle, non, qui est malheureusement triste, comme dans beaucoup d'usages qu'on a, bah, la pollution, elle a commencé avec le premier satellite. Directement, ils se sont dit, bah, les couilles. Ah, la vache. Parce que 1er octobre 57, Sputnik 1 est lancé. Et il a eu, reviendra jamais. et il a eu 21 jours de fonctionnement. Voilà. 21 putain de jours. Ah, du coup, je sais pas si t'as la réponse, mais le Sputnik 1, c'était le premier objet à être envoyé en orbite. Le C'est premier le singe, satellite. non Ouais, parce que, enfin, on Non, parle- c'était pas habité hein, au début. Non, ils ont pas envoyé un truc. Non, comme tu disais que c'était le premier état de pollution numérique. Non, de non, pollution non, numérique. Non, mais de pollution. Alors, je rappelle du coup, définition de pollution, c'est que c'est qu'il résulte quelque chose après l'usage de l'objet ou du service. D'accord. Donc ouais. là, globalement, Sputnik, ils ont envoyé le truc, sauf que au lieu de se dire, bah, on envoie un satellite et quand on a plus besoin, on le ramène, bah, le truc est resté 21 jours dans l'espace et il s'est désintégré comme une merde. Tu peux faire revenir un satellite? Moi, je m'y connais vraiment pas. Alors, je vais vous en parler rapidement, pas dans tous les détails parce que c'est Ok. compliqué l'espace. Ouais. Je dis pas ça pour vous, mais pour moi, c'était compliqué. Non, mais, Mais ouais, vous allez voir, il y a j'imagine, plusieurs façons au moins de pallier à ces problèmes. de le récupérer. Ok. Ouais, je l'expliquerai. Mais comme disait Hicham, effectivement, guerre froide, donc en gros, encore une fois résumé, mais guerre entre les US et la Russie, oulala, ils sont pas copains et ils se tirent la bourre. Donc la Russie, qui avait une bonne avance dans le domaine spatial, bah les US ils se sont dit, est-ce que nous, on se la pèterait pas un peu parce que on n'a pas envie d'être des losers. Donc ils ont créé la NASA en réponse à ça, et donc ils ont lancé l'émission Apollo. Il y en a eu 12 000, je sais plus exactement combien. Je vous en avais un peu parlé avec le sujet sur Margaret Hamilton, qui était une des ingénieures qui a bossé sur certaines missions Apollo, qui a permis de garder des astronautes en vie. Donc c'était pas mal. Mais donc là, il y a en gros 2 énormes nations qui se sont dit, si on envoyait plein de trucs dans l'espace et qu'on les laissait sur place une fois qu'on a fini. Donc ça commence à foutre la merde. Globalement, comment on envoie un satellite? On l'envoie avec une fusée, parce que le satellite, en fait, ça va être un tout petit truc, entre guillemets, tout petit, mais vous voyez les images, il y a une fusée qui est monstrueuse. Sur les images, c'est genre, oh mon dieu, c'est magnifique. Mais en fait, sur cette fusée, il y a que genre un quart de la fusée. Je crois que c'est même pas un quart. Ouais, qui est vraiment le satellite. En fait, il y a chaque étage de la fusée. Il y a souvent, plusieurs étages, et chaque étage, en fait, c'est du carburant qui sert à propulser le bazar et à l'envoyer jusqu'à l'endroit où le satellite doit Non, le fonctionner. satellite, c'est le tout petit puit Ouais. en haut de la fusée. Exactement. Donc c'est assez ouf, et de fait, en gros, quand une partie de la fusée a fini de servir parce qu'il y a plus de carburant, et on le largue un peu comme une grosse merde. Parce que c'est du poids en plus. Exactement. Mais du coup, ça veut dire qu'on laisse ces déchets. Ah non, c'était pas une blague, c'était. Oui, non, mais je dis oui, bien sûr. Mais c'est comme si, je sais pas, nous, en faisant genre Paris-Montpellier, on jetait nos emballages de sandwich sur la route, on est rappelé vite comme ça. Brrr. Donc non, ça ne marche pas. Donc voilà, déjà, on laisse ça sur place. Et puis aussi, on a donc ça laisse des parties de fusée qui vont se désintégrer et potentiellement faire de la merde. Et puis il y a aussi, par moment, ils ont tenté des trucs un peu osés, pas forcément ouf. Il y a par exemple la Russie qui a envoyé des satellites propulsés à l'énergie nucléaire. C'était osé, c'est un peu costaud. Et bien sûr, ça a pas manqué, ils sont tombés en panne. Donc déjà, ils ont relâché des substances radioactives. Et en plus, justement, j'en parle après, une des façons de nettoyer, entre guillemets, un satellite, c'est de le ramener vers Terre pour que dans l'atmosphère, avec l'atmosphère de la Terre, il s'explose. Sauf que, quand le moteur du satellite, il fonctionne à l'énergie radioactive, du coup, il y a des débris radioactifs qui sont retombés sur Terre. Ouais. Je savais pas ça. Un petit peu flippant.
Si on veut comprendre en gros les différents types de pollution qu'il peut y avoir, je vais vous parler des trois grosses orbites qu'on va considérer autour de la Terre. Non, personne ne fait une blague sur ce qui aurait pu se passer. On est d'accord? On se regarde tous dans les yeux. Regarde-moi, est-ce que j'avais l'air de faire une blague? Non, mais on la Bah laissera alors. pour les auditeurs, auditrices. Mais... donc la première, ça va Camille. Ah mais Camille, ça. royal. Donc la première orbite, c'est l'orbite basse. Donc elle va être entre 300 km et 2000 km au-dessus de la Terre, forcément. Enfin, parce que c'est rond, mais bref, je vous fais pas le dessin. Donc en fait, sur cette orbite, il va y avoir des satellites qui sont amenés à communiquer avec la Terre relativement fréquemment. Donc les stations météo, les relais d'information, les analyses d'images de la Terre, tout ce qui va être, quand on dit c'est envoyé par satellite, c'est en gros sur l'orbite basse, quoi. Ou les trucs dans les films d'espionnage, voilà, tout simplement. Cette orbite basse, c'est une zone où il y a beaucoup de débris. Et comment s'en débarrasser? Seule solution, ce que je disais, c'est d'envoyer dans l'atmosphère terrestre, et avec la friction, les trucs vont se désintégrer petit à petit. Je me suis toujours demandé, je suis désolé, je t'interromps, la friction, ça m'a toujours passionné, genre on balance des trucs, on dit ok, ils vont se désintégrer, mais ils se désintègrent pas complètement, enfin il reste forcément justement, il y en a qui peuvent entre guillemets complètement se désintégrer, c'est-à-dire que rien ne disparaît, c'est juste que c'est tout petit, mais il y a des gros morceaux, enfin des morceaux assez gros qui ont pu retomber sur Terre. Je crois que j'en parle un petit peu après, je suis pas sûr, mais oui, il y en a qui sont tombés qui étaient assez gros, et jusque là il n'y a pas eu de mort. Alhamdoulilah. Mais Ce serait la mort con quand même, quoi. Mais par contre il y a déjà eu des bâtiments qui ont été dans ton jardin il y a et déjà... tout, et d'un seul coup poum, mais il y a déjà des bâtiments qui ont Normalement été tout ça c'est calculé. les chiottes de la station. Non, mais il y a déjà des bâtiments qui ont été détruits à cause de ça, mais pour l'instant pas encore de morts. Alors justement, tout ça est calculé, donc on peut viser une zone spécifique pour que les résidus aillent dessus. Donc souvent il y a un point qui s'appelle, j'ai pas gardé le nom, mais un point dans l'océan qu'on cible, donc il doit y avoir un sacré paquet de merde là-dedans, ce qui est déjà pas ouf niveau écologie. On ramasse pas? Clairement. Sympa, et en plus, il y a le cas où les satellites tombent en panne. Parce que ça, c'est quand on les contrôle encore. On peut dire, t'as fini de fonctionner, gros, tu reviens sur Terre et tu t'exploses. Mais quand il y a plus de communication et que c'est incontrôlable, tu peux plus rien faire. Ça drift. Voilà. Là, c'était l'orbite basse. On a l'orbite moyenne après entre 2000 km et 30 000 km. Donc là, globalement, ça va être des satellites mouvants. Donc ceux qui servent par exemple à alimenter les services GPS. Voilà, là c'est plutôt pépouze dans cette zone-là. Et ensuite l'orbite haute, donc c'est l'orbite, alors c'est 30 000 km de manière assez précise, parce que c'est une orbite à laquelle les satellites peuvent rester au-dessus d'un même point de la Terre sans bouger. Genre vu qu'ils ont la même, on va dire la même dérive que la rotation de la Terre, ils restent au même endroit et ils restent au-dessus du même point de la Terre. C'est genre l'ISS? Non, justement, l'ISS c'est orbite basse. D'accord. Parce que elle communique fréquemment, elle analyse la Terre, les images, les machins et tout. Et justement, j'en parlerai parce que l'ISS c'est un cas assez particulier qui est où je flippe un peu pour eux maintenant. Donc l'orbite haute, il y a tous ces trucs, enfin ils sont très très loin et ils bougent pas. Et normalement il y a des petites, il y a des petites zones de 75 km où chaque des petits slots en fait, où chaque satellite a un petit slot. Et quand ils ont fini de fonctionner, normalement, ils sont censés fonctionner 25 ans. Je vous dirai après, il y a des recommandations. Et quand ils ont fini de fonctionner, ils utilisent la toute fin de leur carburant pour se désorbiter, donc vers le haut, pas vers le bas, sinon c'est dangereux, et ils se mettent juste un peu plus loin, comme ça ils embêtent personne, et ils laissent la place. Sauf que tout le monde ne respecte pas ceci. Maintenant, si on parle des risques, on parlait d'objets en état de marche, c'est exactement ce que tu disais. Déjà, si on peut plus le contrôler, c'est mort. Ça fait qu'il y a un poids mort dans l'espace, on peut plus rien faire, donc qui dit poids mort, dit risque de collision. Donc ça, c'est déjà un début du bazar. Les défaillances, souvent, ça peut être des éruptions solaires ou des émissions électromagnétiques, des choses comme ça. Ça arrive très 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 souvent. Et après, ça peut être simplement un composant qui est foireux. Comme on disait, vu que c'est dans l'espace, il suffit que la communication soit coupée, pour qu'on puisse plus rien faire. Donc ça peut être assez dangereux. Au niveau des défaillances, il y a aussi au niveau, pour les fusées où il va rester un petit peu de carburant. Une petite louchette de carburant qui reste, s'il y a une collision, ça va faire une explosion parce que les deux, carburant et trucs se rencontrent, ce qui va faire encore plus de débris et donc encore plus de risques de collision, et là c'est le début du bazar. Il y a aussi des pays qui, en fait, on note qu'il y a un non-respect de l'espace qui est assez balèze. Il y a des pays qu'on ne citera pas, comme la Chine par exemple, qui a fait un essai il y a quelques années. Et tu viens de les citer là. On l'a pas cité, non. Je sais. Donc en fait, ils ont fait un essai en quête exclusive. Non, alors je sais même pas s'ils ont parlé de ça d'ailleurs. Non, mais je trouve ça assez ouf. En fait, ils avaient un de leurs satellites et pour le détruire, plutôt que de le ramener vers la Terre, ils ont envoyé un missile pour l'exploser. Donc, moi je trouve qu'au moins t'es sûr que c'est fait. Alors oui, et en plus ils ont dit non mais c'était pour s'en débarrasser. En fait, c'était surtout une démonstration de force pour montrer aux autres pays qu'ils étaient capables de niquer un missile comme ils voulaient. Un satellite. Oui, un satellite, pardon, avec un missile comme ils voulaient. C'est joli en plus. Ouais, mais du coup ça veut dire qu'ils ont
ils ont envoyé encore plus de débris dans l'espace. Donc ils ont augmenté le risque de manière monstrueuse. La beauté du geste. Ouais, c'est assez dramatique. On note que il y a une question écologique qui est assez classique mais qui a pas été respectée, qui est pourquoi envoyer un objet dans l'espace qui a une durée de vie de plusieurs milliers d'années. Donc je crois que je me suis pas sûr de ces chiffres, mais il me semblait que ça pouvait rester genre 1000-2000 ans sans être abîmé sans souci un satellite, enfin vu les composants qui sont utilisés. Et en fait, on prévoit une durée de vie de 25 ans. Donc c'est ouais. Et Comment c'est possible? C'est une recommandation pour éviter justement les défaillances. D'accord, ok. Donc là, tu vois, l'exemple de Sputnik 1 qui aurait pu rester 1000 ans, pas en fonctionnement, mais c'est des matériaux qui peuvent tenir 1000-2000 ans sans souci, ça a tenu 21 jours. Mais quel est l'intérêt, du coup, d'utiliser des matériaux aussi solides, aussi incroyables pour j'imagine... au final quelque chose qui durera maximum 20 piges? Parce que j'imagine qu'on n'était pas mature à la base et qu'ils avaient besoin d'un truc solide pour pouvoir tenir la poussée, le machin, garder les spationautes au chaud. Mais du coup, en fait, ce qui est dangereux, c'est que non seulement ils utilisent des trucs qui sont ultra durables, mais surtout ils prévoient pas de les ramener. Donc ils prévoient littéralement de laisser leurs déchets, donc c'est un peu dommage. C'est très récent qu'on prévoit de les ramener. Ouais, c'est ultra récent et vous allez voir que ça pose quelques soucis. Donc il y a plusieurs types de déchets. Il y a des déchets, des débris qui vont aller de quelques millimètres à des satellites entiers qui sont hors service. Donc il y a notamment un satellite gigantesque dont j'ai pas gardé le nom. Malheureusement, mais en fait c'est j'ai plus le pays en tête, je crois que c'est chinois, mais je ne suis pas sûr. En fait, c'est on va dire le service qui a envoyé le satellite, qui au lieu à la fin de le désorbiter, a choisi de garder le peu de carburant qui restait pour le faire fonctionner encore, pour le rentabiliser le satellite. Donc tu vois, en fait, pas de petite économie. Bah ouais, mais vu que l'espace n'appartient à personne, il n'y a pas d'instance de régulation, il n'y a pas de machin, donc chacun fait un peu à sa sauce. Donc il y a des recommandations qui sont faites, mais il n'y a pas de gendarme officiel. Donc quand un débris entre dans l'atmosphère, combustion des débris, friction, etc. Donc quand on voit parfois, on se dit oh une étoile filante, non c'est juste un satellite qui se pète la gueule. Donc c'est moins poétique, mais ça reste joli, n'est-ce pas? Et donc voilà, certains débris, ce qu'on disait tout à l'heure, ne se désagrègent pas. Donc ça c'est une pollution qui va être sur Terre, mais bon c'est déjà un truc pas très très cool. Et sinon il y a donc j'ai parlé de plein de types de débris différents, donc ça va de quelques millimètres à des dizaines et des centaines de mètres. Je sais pas quelle taille ça fait en satellite, mais c'est plutôt balèze parce qu'il y a des grosses stations qui peuvent être explosées. Et donc il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Kessler. Donc en fait aujourd'hui la probabilité d'une collision entre deux gros objets est d'une fois tous les 10 ans. Donc ça peut paraître peu. Ah non, c'est beaucoup. Bah ouais, et surtout que chacune de ces collisions peut générer jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de débris supplémentaires. Donc en fait c'est exponentiel et c'est un phénomène de réaction en chaîne et c'est exactement ce qui se passe dans Gravity. Oui, excellent mon dieu. Oui, d'où ton problème avec l'ISS du coup, j'imagine. Ouais, exactement. Exactement. Et puis il y a déjà des collisions qui ont été faites avec des trucs utilisés. Donc en 96, il y a un débris de la fusée Ariane qui a détruit un satellite français. En fait, il a tapé dans le mât de stabilisation du satellite français. Et donc, il a pas mis le clignotant aussi. Voilà. Donc du coup, le satellite, tu vois, il pouvait fonctionner par exemple, mais vu qu'il avait plus le mât de stabilisation, il y avait plus rien à faire. Ciao, bonsoir, on coupe les vannes et c'est réglé. Pour l'ISS et les astronautes, donc ISS c'est Station Internationale International Space Station, qui est un satellite habité, donc il héberge des astronautes. Il est en orbite basse. Et en fait, il a déjà dû modifier son orbite une petite dizaine de fois, en tout cas sur les sources que j'avais, donc ça a dû augmenter depuis, pour éviter que des débris le tabassent quoi. Donc même Pesquet ou j'avais vu des astronautes qui en parlaient. Ils ont plusieurs solutions dans ces cas-là. On leur envoie des alertes régulièrement. Donc soit ils changent leur positionnement pour éviter le truc, soit si ils sont pas sûrs de la direction des débris, ils vont se planquer dans une petite cagette dans leur ISS qu'ils vont pouvoir expulser en cas de collision. Ouais, parce qu'à la vitesse où ça arrive, tu peux te planquer ce que tu veux. Exactement, parce qu'on parle de vitesse. Donc là, il y a plein de débris qui peuvent être générés, etc. On se dit des débris, l'espace, je sais pas vous, mais moi, jusque-là, je m'imaginais un truc assez lent, tu vois, les astronautes, en mode genre plouf, 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 ils sont tout lents et tout. Mais en fait, les débris, ils vont à une trentaine de milliers de kilomètres heure. Ouais. C'est plutôt beaucoup. Et voilà, les chiffres. Donc, tu fais, imprécis. Ouais. Les chiffres qui picotent un peu, c'est que, donc, une bille de 1 mm en hypervélocité, donc c'est seulement 11 000 km/h, enfin, à partir de 11 000 km/h. Donc, une bille de 1 mm a plus d'énergie qu'une boule de pétanque lancée à 100 km/h. Oh la vache. Donc, vous imaginez si c'est un satellite à 30 000 km/h, globalement, il reste pas. Puis même. Mais il n'y a plus d'ISS, tout simplement. Ouais, et puis t'imagines Pesquet qui est juste en train de faire de la soudure dehors, il se prend une bille qui arrive à 30 000 km/h.
Bon, bah globalement, la jambe, enfin, désolé Thomas si tu nous écoutes, mais la jambe vole malheureusement quoi. Et en fait, ce risque, il est assez monumental, et moi, les chiffres m'ont fait halluciner. Donc, l'Agence spatiale européenne considère... donc, aujourd'hui, quand on envoie un satellite dans l'espace, il y a tellement de débris, tellement de bordel, qu'on considère qu'il y a entre 5 et 10% de chances que l'envoi plante, rate. Que le satellite se bouffe sur le chemin et que ça foire, quoi. Et donc, l'Agence spatiale européenne considère qu'on atteindra un risque de collision de 20% en 2038. C'est-à-dire que si on continue à faire de la merde, en 2038, pour chaque envoi de fusée, il y aura une chance sur 5 pour qu'elle se pète la gueule. Je sais pas si t'as prévu d'en parler, mais ils ont, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça ou quand, mais ils prévoient de genre jeter un filet dans l'espace. Ouais, j'ai parlé des solutions justement rapidement. Ouais. Il y en a pas de ouf. Il y a, par exemple, il y a plusieurs solutions qui sont explorées tout du moins. Donc déjà le fait de développer des blindages à plusieurs couches pour les petits débris, donc on se rend compte que ça arrête les petits débris, les petites billes justement, et ça permet de protéger, notamment pour l'ISS, les astronautes qui sont à l'intérieur. Donc ça pète les coques extérieures, mais ça pète pas. Quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est vraiment du multicouche pour protéger le truc. Donc on peut protéger des satellites, toute mesure gardée, mais par contre on peut pas protéger les astronautes. Donc déjà c'est un risque, l'astronaute qui sort pour faire une réparation, il fouette un peu je pense. Je me demande surtout dans quelle mesure une bille qui arriverait à 30 000 km/h, ça va pas modifier dans le vide sidéral, c'est censé modifier ta course, un impact. Alors, à cette vitesse. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Bon, ouais, en gros, tu te prends un choc très très vite. S'il arrive dans le même sens que ton orbite, technique, ok, ça peut s'annuler potentiellement. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas assez en physique spatiale, mais je ne saurais pas te dire. Mais bon, globalement, là, on a des petites solutions pour protéger les satellites, mais pas pour les astronautes. Donc, ouais, c'est un peu chaud. Donc, il y a des recommandations qui sont mises en place depuis quelques années. Donc déjà, pas plus de 25 années de service pour un satellite, un système de purge de carburant, donc pour éviter la surexplosion et donc la surémission de débris, et viser l'océan pour la décomposition des satellites en orbite basse. Déjà pour méconnu. Ouais, surtout déjà pour pas que ça arrive sur des habitations, parce qu'il y a déjà des débris qui sont arrivés au Canada, dans d'autres pays, etc. Donc ça peut être cool. Et puis déjà pour inciter les gens à le faire, à désorbiter leur bordel, quoi, et pas le laisser en orbite basse en mode ça reste tranquille. Il y a le principe du pollueur-payeur qu'on essaie de lancer, mais qui est assez compliqué. Donc chaque pays qui a laissé un débris doit se charger de le détruire. Ça, les gens le font pas trop parce que vu qu'il y a pas de police, en fait, si tu laisses ton satellite, personne te fait chier. Et si tu veux le récupérer, ça te coûte super cher. Et donc malgré ces recommandations qui sont en somme toute, ma foi, bien intentionnées, l'Agence spatiale européenne considère que moins de 50% des satellites respectent ces recommandations. Donc ça veut dire que là, il y a plus de 50% des gens qui continuent à foutre du bordel et donc qui continuent à augmenter les risques de collision. Et donc réaction en chaîne. Parmi les solutions qui sont proposées, donc il y avait un harpon qui permet d'accrocher les gros débris et de les ramener dans l'atmosphère. C'est une première idée. Et ça, c'est que pour les gros. C'est un peu chasse au requin quand même. Hein, mais... Ah, mais complètement. Et sachant que les images que j'ai vues, il est clairement pas au point. Mais genre pas du tout. Ouais, c'est vraiment un râteau avec les dents très séparées. Il reste pas mal de merde derrière. Non, mais apparemment, c'est assez compliqué parce que ça va très vite. En plus, les satellites tournent, les trucs qui sont en perdition, on va dire, tournent sur eux-mêmes. Donc c'est assez chaud. Il y a un filet, comme tu disais, Hicham. C'est un sport olympique, le truc. Ouais. Un filet, putain. Un filet, donc non, mais façon filet de pêche avec des poids pour enrouler. Et du coup, avec la rotation des satellites, des corps perdus, ils vont s'enrouler dans le filet. Donc on pourra le récupérer. Ouais, mais là, le filet, quoi, il a intérêt à être... costaud. Il y a un petit satellite robot équipé de pinces, donc qui s'appelle Medusa, qui est un projet qui vient d'Afrique du Sud, où c'est le robot qui va se ramener près du débris, qui va le choper avec une petite pince, comme s'il lui faisait un câlin, et après il va l'amener vers l'atmosphère, il va le lâcher, genre, salut. Voilà, ça va être un peu triste, mais toi, il y a ce serait drôle à voir. Il y a ça, pour le coup, c'est assez prometteur. Par contre, le souci, c'est que ça coûte, la peau des... Voilà quoi, la peau des satellites. Cuisses. Ouais, clairement la peau des cuisses quoi. Là, puis bien. Non, ça coûte super cher et en fait personne veut payer pour ça. Parce que ça déjà les satellites coûtent la peau de la deuxième cuisse, on va dire. Du coup pour dépolluer, personne veut le faire, même s'il y a un risque de ouf. Donc déjà personne ne veut nettoyer la terre pour que ce qu'ils aient nettoyer. Exactement. Et la seule raison pour laquelle les gens se mettent à investir pour payer la terre, c'est que ça commence à être la merde en fait. Donc voilà, quand on va arriver à un risque de 20% d'exploser des satellites, je pense que ça va se réveiller. Mais surtout quand on dit que la solution pour la pollution de la terre, c'est pas grave, on ira dans l'espace. Ouais, mais si t'as 20% de chance de te cracher en y allant, c'est compliqué. Exactement. Donc il y a des solutions certaines sont prometteuses qui se lancent, mais pas de financement. Donc c'est un petit peu chaud. Et pour finir, deux petites conclusions. Quand j'ai fait ce sujet, du coup, j'ai repensé à un événement qui il y a pas très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, un truc qui a été lancé dans l'espace où tout le monde a dit c'est trop drôle. Tesla. Oui. Genre ce putain d'Elon Musk qui a envoyé une Tesla dans l'espace. Oui. Genre c'est trop fun.
Genre, gros, non, il y a déjà beaucoup trop de bordel. Enfin. Elle est revenue, la Tesla. J'ai pas su, mais juste sur le principe, genre, lui, il s'est dit, ah, tiens, ça me fait grave gaulerie. Je dis, bah non, gros, mec, c'est déjà le bordel. T'imagines, il y a du verglas et toi, tu balances de l'eau par terre, genre. Ouais, mais. C'est toujours une histoire d'échelle. Ils ont balancé un déchet, mais c'était aussi pour fêter, prouver quelque chose. Enfin, il y avait. Ouais, mais après, en sa défense, Elon Musk, c'est lui c'est lui qui a SpaceX. Oui, mais c'est pas une question Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui a lancé le truc de, on envoie nos satellites, mais on les ramène intacts. Ah, écoute. Ah oui, effectivement, oui, ok, je vois. C'est lui qui a lancé ça, c'est le seul, d'ailleurs, qui le fait aujourd'hui. Il a fait un test et ça a bien marché. Effectivement, oui. Maintenant que tu Donc, en sa défense, voilà. Non, mais ok. Donc, pas bien joué pour la Tesla, mais bien joué pour l'idée de ramener les satellites. Ouais. Ok. Petite conclusion, c'est que du coup, si les satellites avaient été construits en concueillotte, on n'aurait pas eu ce problème. Voilà. Vraiment. Parce que c'est tout mou et ça pue, du coup personne ne voudrait les approcher. Non, mais est-il besoin de rappeler que la Franche-Comté est la solution à tout non. problème Vivement l'agence spatiale de Franche-Comté. Bah oui. Tu peux attendre. Sur ce, malheureusement, je crois que ça sonne. Malheureusement, faut quand même. La fin de cet épisode. Faut se respecter parce que ça fait quoi ça fait 2 petites heures qu'on enregistre. Effectivement. Mais la fin de cet épisode, moi j'ai bien apprécié. J'espère que vous aussi. C'était plaisant. Bravo à tous. Beau jingle. Très chouette. Et du coup, j'ai très très envie d'aller voir cette expo. Donc merci Aurélia pour les recos. Elle a l'air trop bien. Et surtout que si elle va pas avoir lieu avant 100 ans, c'était pas très classe ça. Non, mais avant 100 ans, c'est le moment ou jamais. Donc non, elle aura plus jamais lieu. C'est le moment ou jamais parce que elle va sûrement plus jamais avoir lieu en fait. Là, ils profitent. Ils vont les protéger après. Exactement. En fait, là pour le moment, les objets sont exposés. Avant, l'exposition était exposée au musée du Caire. Ils sont en train de construire un autre musée, donc ils profitent du fait ils savaient qu'ils allaient la déplacer. Pour refaire cette exposition pour les 100 ans et après normalement ça sortira plus du territoire. Puis c'est plus simple d'aller à la Villette qu'en Égypte quoi. C'est beaucoup plus simple d'aller à la Villette qu'au Caire. Un peu moins coûteux. Faisons la Villette. Très cool en tout cas, merci, j'espère que tu as passé un bon moment et un bon épisode. Oui, en fait j'étais un peu brouillon et mais non, c'était vachement bien. Je me suis un petit peu perdu mais ne m'en voulez pas. Mais c'était vachement bien. Tu nous as donné envie d'aller voir l'expo. Donc c'est vachement cool. Je suis ravie, c'était bon. Mais oui, alors c'est fou ça. Kiffez-vous. Donner de la connaissance gratuitement aux gens pourquoi se justifier. Non, c'était très chouette. Et puis pour petit rappel, on a créé l'événement sur Facebook pour nos 2 ans. Exact. Ça aura lieu le samedi 20 avril. Si je ne dis pas de bêtises. On a mis ça un samedi pour que les personnes qui viennent de loin ou celles qui travaillent tard en semaine puissent venir le samedi si elles le souhaitent. On va, comme l'an dernier, trouver un petit bar sympa pour prendre un verre et passer du temps ensemble. On va pas enregistrer ce soir-là. Le but c'est de boire des coups et de passer un bon moment. On a mis un petit événement sur Facebook, mais il est pas représentatif de la population. Enfin, vous avez pas besoin de vous inscrire sur l'événement. C'est juste nous histoire de centraliser les choses. Mais on passera les infos sur Twitter, et même dans le podcast au maximum. Donc et ça donne quand même une bonne petite référence sur le nombre de personnes. C'est vrai que si jamais vous avez l'occasion de vous y mettre sur ce petit événement, ça nous aide juste à prévoir combien de personnes. Ou juste, si vous avez écouté jusque-là, mettre un petit bisou sur l'événement. Comme ça, on saura qu'il y a 2 personnes qui ont fini. Non, mais du coup, on a hâte, parce que c'est bientôt, c'est dans un petit mois et demi. Donc ça va être très très cool. Et on prend toujours beaucoup de plaisir à vous voir. Yep. À vous voir en vrai. Parce que parler à nos micros, c'est cool, mais vous parlez à vous, c'est mieux. Exactement. Du coup, parler près du micro, c'est cool aussi. Mais je parle près du micro depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ce micro qui ne m'aime pas aujourd'hui. Non. Mais sur ces belles paroles, on vous dit merci. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez, des bisous. Bisous. Santé, bonheur. C'est pour ça. Hicham, un dernier mot. Et maintenant, bisous. Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?